Le cinquième élément, 1997, analyse et explication. L'histoire débute dans l'Égypte ancienne, plus précisément en 1914, où des extraterrestres d'apparence pacifique et massive, les Mondoshawan, effectuent une visite rituelle. Leur mission est de récupérer une arme mystérieuse et primordiale, confiée à la garde de prêtres humains depuis des millénaires. Cette arme est constituée de 4 pierres sacrées, chacune représentant l'un des 4 éléments fondamentaux de la vie, l'eau, la terre, le feu et l'air. À ces pierres s'ajoute un réceptacle, un être vivant connu sous le nom de cinquième élément, qui incarne une force vitale pure, destinée à unir et activer le pouvoir des pierres. Les Mondoshawan emportent cet arsenal cosmique pour le protéger d'une entité du mal absolu, une force destructrice qui se manifeste cycliquement tous les 5000 ans pour anéantir toute vie. Le récit fait ensuite un bond prodigieux jusqu'au XXIe siècle. Comme prévu, le mal fait son retour sous la forme d'une gigantesque sphère de feu et de destruction, une planète vivante et maléfique qui fonce inexorablement vers la Terre, semant la terreur et l'incertitude parmi les dirigeants de la Fédération. Dans l'urgence, les autorités terriennes contactent les Mondoshawan, qui s'apprêtent à rapporter l'arme antique pour contrer la menace. Cependant, leur vaisseau spatial est sauvagement attaqué et détruit par des mercenaires extraterrestres, les Mangalore. Ces guerriers féroces et stupides ont été engagés par un industriel terrien cupide et sans scrupules, Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, qui agit en secret pour le compte de la sphère maléfique, espérant s'emparer des pierres et les lui livrer en échange de richesses et de pouvoir. La destruction du vaisseau Mondoshawan semble être un désastre total, mais les scientifiques du gouvernement, en analysant une main et quelques cellules carbonisées récupérées sur les lieux du crash, font une découverte renversante. Ils parviennent à reconstituer l'intégralité du cinquième élément à partir de ce vestige génétique. Il en émerge Leela, un être humain parfait d'une beauté et d'une puissance suprême, mais totalement naïf et désorienté dans ce monde futuriste et chaotique. Incapable de comprendre l'environnement hostile du laboratoire, elle s'en échappe avec une facilité déconcertante, traversant les murs et les systèmes de sécurité, avant de faire une chute vertigineuse et spectaculaire à travers plusieurs niveaux de la ville, pour atterrir directement dans l'habitacle du taxi volant de Corben Dallas. Corben Dallas est un ancien agent des forces spéciales, un major désabusé et fatigué, qui a troqué les missions périlleuses contre la conduite monotone d'un taxi dans les autoroutes aériennes surpeuplées de New York. Sa vie se résume à payer son loyer, à nourrir son chat et à rêver de nouilles. L'irruption de Leela dans sa vie, et plus littéralement dans son taxi, le propulse malgré lui au cœur d'une mission à l'échelle cosmique. Après avoir été rapidement identifié par les autorités, Leela, qui parle une langue ancienne inconnue, transmet à Corben une mission urgente via une communication télépathique. Il doit retrouver le père Vito Cornelius, le gardien de la tradition des prêtres, et l'aider à récupérer les 4 pierres élémentaires. S'engage alors une course-poursuite effrénée à travers les strates de la cité futuriste. Le père Cornelius, un ecclésiastique un peu théâtral mais profondément croyant, explique à Corben la nature de la menace et l'importance cruciale des pierres. Il leur apprend que les pierres se trouvent désormais à bord d'un immense vaisseau de croisière de luxe, le Floston Paradise, un lieu de villégiature interstellaire où se rend la célèbre diva Plavalaguna, une chanteuse extraterrestre. Les pierres ont été cachées dans ces costumes de scène par les Mondoshawan avant la destruction de leur vaisseau. Pour infiltrer ce lieu exclusif, Corben, aidé par Leela, doit se faire passer pour un touriste fortuné. Il est accompagné malgré lui par Ruby Rhod, un animateur de télévision survolté, excentrique et mégalomane, dont la mission officielle est de couvrir l'événement, mais qui devient un allié encombrant et imprévisible. Sur Floston Paradise, l'affrontement est inévitable. Les Mangalore, furieux d'avoir été trompés et sous-payés par Zorg, ont également infiltré le vaisseau pour s'emparer des pierres. S'ensuit une série de combats chaotiques et burlesques, ponctués par l'arrivée de Zorg lui-même, qui tente de récupérer la mise. Le point culminant de cette séquence est l'un des moments les plus iconiques du film. Alors que Leela combat les Mangalore, la diva Plavalaguna entame un air d'opéra d'une beauté transcendante, un aria qui se mêle à une rythmique techno, créant un contraste saisissant entre le classique et le futuriste. Malgré les efforts des héros, Zorg parvient à s'emparer des pierres, mais son triomphe est de courte durée. Il est mortellement blessé dans l'explosion de son propre vaisseau, piégé par l'un des Mangalore survivants, laissant les pierres à la dérive dans l'espace. Miraculeusement, les pierres sont récupérées et les héros, accompagnés du père Cornelius et de Ruby Rhod, se rendent en urgence sur le site antique en Égypte, là où tout a commencé. Ils pénètrent dans la pyramide secrète où l'arme doit être activée. Corben place les 4 pierres dans l'hôtel correspondant à leurs éléments. Mais Leela, après avoir été exposée à la violence et à la cruauté de l'humanité à travers des images télévisées, est submergée par le désespoir.
Elle ne voit plus l'intérêt de sauver une espèce aussi autodestructrice et refuse d'accomplir son rôle, pleurant et se recroquevillant sur elle-même. L'arme ne peut pas s'activer. C'est à ce moment crucial que Corben, comprenant la véritable nature du cinquième élément, s'approche d'elle et, dans un geste simple et puissant, l'embrasse avec une tendresse infinie. Ce baiser, chargé d'amour authentique, a un effet immédiat et miraculeux. L'élan, touché par cette preuve de bonté et de connexion humaine, est revivifié. L'amour qu'elle ressent pour Corben devient la force manquante, le lien ultime qui active la puissance combinée des 4 éléments. Une colonne de lumière jaillit du temple, traversant l'atmosphère pour atteindre la sphère du mal, la désintégrant complètement et sauvant l'univers. L'histoire se conclut sur une note d'espoir et de renouveau, avec l'élan et Corben unis, ayant découvert que la force la plus puissante de l'univers n'est pas une technologie avancée ou une arme surpuissante, mais le lien simple et profond de l'amour. La thématique centrale du film, souvent perçue comme naïve ou simpliste, est pourtant son fondement philosophique le plus profond. L'amour comme force suprême et quintessence de la vie. Luc Besson construit son récit autour de cette idée que le cinquième élément n'est pas un objet physique ou une énergie mystique abstraite, mais bien une force vitale émotionnelle. Cette révélation, qui arrive au point culminant du film, transcende le simple blockbuster d'action pour offrir une réflexion sur ce qui rend l'humanité digne d'être sauvée. Le désespoir de l'élan face à la violence humaine est le moment le plus sombre du film, et c'est précisément l'affection désintéressée et sincère de Corben, un homme ordinaire, qui la sort de cette apathie destructrice. Le récit s'ouvre dans l'Égypte ancienne, plus précisément en 1914, où des extraterrestres d'apparence pacifique et massive, les Mondoshawan, effectuent une visite rituelle. Leur mission consiste à récupérer une arme mystérieuse et primordiale, confiée à la garde de prêtres humains depuis des millénaires. Cette arme est constituée de 4 pierres sacrées, chacune représentant l'un des 4 éléments fondamentaux de la vie, l'eau, la terre, le feu et l'air. À ces pierres s'ajoute un réceptacle, un être vivant connu sous le nom de cinquième élément, qui incarne une force vitale pure, destinée à unir et activer le pouvoir des pierres. Les Mondoshawan emportent cet arsenal cosmique pour le protéger d'une entité du mal absolu, une force destructrice qui se manifeste cycliquement tous les 5000 ans pour anéantir toute vie. Le récit fait ensuite un bond prodigieux jusqu'au XXIe siècle. Comme prévu, le mal fait son retour sous la forme d'une gigantesque sphère de feu et de destruction, une planète vivante et maléfique qui fonce inexorablement vers la Terre, semant la terreur et l'incertitude parmi les dirigeants de la Fédération. Dans l'urgence, les autorités terriennes contactent les Mondoshawan, qui s'apprêtent à rapporter l'arme antique pour contrer la menace. Cependant, leur vaisseau spatial est sauvagement attaqué et détruit par des mercenaires extraterrestres, les Mangalore. Ces guerriers féroces et stupides ont été engagés par un industriel terrien cupide et sans scrupules, Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, qui agit en secret pour le compte de la sphère maléfique, espérant s'emparer des pierres et les lui livrer en échange de richesses et de pouvoir. La destruction du vaisseau Mondoshawan semble être un désastre total, mais les scientifiques du gouvernement, en analysant une main et quelques cellules carbonisées récupérées sur les lieux du crash, font une découverte renversante. Ils parviennent à reconstituer l'intégralité du cinquième élément à partir de ce vestige génétique. Il en émerge l'élan, un être humain parfait d'une beauté et d'une puissance suprême, mais totalement naïf et désorienté dans ce monde futuriste et chaotique. Incapable de comprendre l'environnement hostile du laboratoire, elle s'en échappe avec une facilité déconcertante, traversant les murs et les systèmes de sécurité, avant de faire une chute vertigineuse et spectaculaire à travers plusieurs niveaux de la ville, pour atterrir directement dans l'habitacle du taxi volant de Corben Dallas. Corben Dallas est un ancien agent des forces spéciales, un major désabusé et fatigué, qui a troqué les missions périlleuses contre la conduite monotone d'un taxi dans les autoroutes aériennes surpeuplées de New York. Sa vie se résume à payer son loyer, à nourrir son chat et à rêver de nouilles. L'irruption de l'élan dans sa vie, et plus littéralement dans son taxi, le propulse malgré lui au cœur d'une mission à l'échelle cosmique. Après avoir été rapidement identifié par les autorités, l'élan, qui parle une langue ancienne inconnue, transmet à Corben une mission urgente via une communication télépathique. Il doit retrouver le père Vito Cornelius, le gardien de la tradition des prêtres, et l'aider à récupérer les 4 pierres élémentaires. S'engage alors une course-poursuite effrénée à travers les strates de la cité futuriste. Le père Cornelius, un ecclésiastique un peu théâtral mais profondément croyant, explique à Corben la nature de la menace et l'importance cruciale des pierres. Il leur apprend que les pierres se trouvent désormais à bord d'un immense vaisseau de croisière de luxe, le Floston Paradise, un lieu de villégiature interstellaire où se rend la célèbre diva Plava Laguna, une chanteuse extraterrestre. Les pierres ont été cachées dans ces costumes de scène par les Mondoshawan avant la destruction de leur vaisseau. Pour infiltrer ce lieu exclusif, Corben, aidé par l'élan,
doit se faire passer pour un touriste fortuné. Il est accompagné malgré lui par Ruby Rhod, un animateur de télévision survolté, excentrique et mégalomane, dont la mission officielle est de couvrir l'événement, mais qui devient un allié encombrant et imprévisible. Sur Floston Paradise, l'affrontement est inévitable. Les Mangalore, furieux d'avoir été trompés et sous-payés par Zorg, ont également infiltré le vaisseau pour s'emparer des pierres. S'ensuit une série de combats chaotiques et burlesques, ponctués par l'arrivée de Zorg lui-même, qui tente de récupérer la mise. Le point culminant de cette séquence est l'un des moments les plus iconiques du film. Alors que Lelo combat les Mangalore, la diva Plava Laguna entame un air d'opéra d'une beauté transcendante, un aria qui se mêle à une rythmique techno, créant un contraste saisissant entre le classique et le futuriste. Malgré les efforts des héros, Zorg parvient à s'emparer des pierres, mais son triomphe est de courte durée. Il est mortellement blessé dans l'explosion de son propre vaisseau, piégé par l'un des Mangalore survivants, laissant les pierres à la dérive dans l'espace. Miraculeusement, les pierres sont récupérées et les héros, accompagnés du père Cornelius et de Ruby Rhod, se rendent en urgence sur le site antique en Égypte, là où tout a commencé. Ils pénètrent dans la pyramide secrète où l'arme doit être activée. Korben place les 4 pierres dans l'autel correspondant à leurs éléments. Mais l'élan, après avoir été exposé à la violence et à la cruauté de l'humanité à travers des images télévisées, est submergée par le désespoir. Elle ne voit plus l'intérêt de sauver une espèce aussi autodestructrice et refuse d'accomplir son rôle, pleurant et se recroquevillant sur elle-même. L'arme ne peut pas s'activer. C'est à ce moment crucial que Korben, comprenant la véritable nature du 5e élément, s'approche d'elle et, dans un geste simple et puissant, l'embrasse avec une tendresse infinie. Ce baiser, chargé d'amour authentique, a un effet immédiat et miraculeux. L'élan, touchée par cette preuve de bonté et de connexion humaine, est revivifiée. L'amour qu'elle ressent pour Korben devient la force manquante, le lien ultime qui active la puissance combinée des 4 éléments. Une colonne de lumière jaillit du temple, traversant l'atmosphère pour atteindre la sphère du mal, la désintégrant complètement et sauvant l'univers. L'histoire se conclut sur une note d'espoir et de renouveau, avec l'élan et Korben unis, ayant découvert que la force la plus puissante de l'univers n'est pas une technologie avancée ou une arme surpuissante, mais le lien simple et profond de l'amour. La thématique centrale du film, souvent perçue comme naïve ou simpliste, est pourtant son fondement philosophique le plus profond, l'amour comme force suprême et quintessence de la vie. Luc Besson construit son récit autour de cette idée que le 5e élément n'est pas un objet physique ou une énergie mystique abstraite, mais bien une force vitale émotionnelle. Cette révélation, qui arrive au point culminant du film, transcende le simple blockbuster d'action pour offrir une réflexion sur ce qui rend l'humanité digne d'être sauvée. Le désespoir de l'élan face à la violence humaine est le moment le plus sombre du film, et c'est précisément l'affection désintéressée et sincère de Korben, un homme ordinaire, qui la sort de cette apathie destructrice. Cette idée, bien que goofy pour certains critiques de l'époque comme Roger Ebert, est ce qui donne au film son âme et le distingue des productions plus cyniques, proposant une vision du monde où l'empathie et la connexion humaine ont plus de valeur que toutes les technologies. Le film explore également avec une grande cohérence l'opposition entre le chaos et l'harmonie, à travers le prisme des éléments eux-mêmes. Les 4 éléments doivent être en parfaite harmonie pour que le monde fonctionne, et leur représentante, l'élan, est la pureté même. En opposition, les personnages qui l'entourent sont souvent des forces chaotiques. Korben est un héros malgré lui, projeté dans l'action sans l'avoir cherché. Ruby Rhod est une véritable tornade d'énergie désorganisée, une incarnation du divertissement excessif et du chaos médiatique. Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, quant à lui, est un être profondément autodestructeur. Son monologue fascinant sur le feu, qu'il admire pour sa capacité à transformer la matière en fumée, révèle sa compréhension pervertie de la puissance des éléments. Là où les éléments sont créateurs et maintiennent l'équilibre du monde, Zorg ne voit en eux qu'un potentiel de destruction et de chaos. Le personnage de Korben Dallas incarne parfaitement l'archétype du héros réticent, une figure popularisée par des acteurs comme Harrison Ford ou Bruce Willis lui-même dans Die Hard. Il ne possède aucune ambition héroïque, aucune quête personnelle de gloire ou de rédemption. Son univers se limite à son taxi, son loyer en retard et ses repas solitaires. C'est un homme du peuple, un blue-collar worker projeté dans un conflit cosmique. Cette dimension terrienne et accessible, apportée par le jeu de Bruce Willis, ancre le film dans une forme de réalisme émotionnel au milieu du chaos visuel et futuriste. Il répond à l'appel de l'aventure non pas par devoir, mais par une forme d'humanité instinctive, d'abord en protégeant l'élan, puis en s'engageant à ses côtés. Cette réticence rend son héroïsme final d'autant plus pur et touchant. L'élan, interprétée par Mila Jovovich, est une figure complexe et fascinante. Elle incarne à la fois la guerrière surhumaine
capable d'acrobatie et de combat d'une efficacité redoutable, et l'enfant vulnérable, découvrant le monde avec des yeux neufs et une innocence désarmante. Le fait qu'elle ne parle quasiment que le divin, un langage ancien de 400 mots inventé par Luc Besson, accentue cette altérité et oblige le spectateur, comme Corben, à communiquer avec elle sur un plan purement émotionnel et physique. Mila Jovovich livre une performance physique intense, où chaque regard, chaque geste, chaque cri porte une charge émotionnelle. Son costume, le célèbre bandage jaune créé par Jean-Paul Gaultier, est devenu iconique. Loin d'être un simple artifice, il souligne sa pureté, son étrangeté et son statut d'être parfait et fonctionnel, tout en devenant une toile blanche sur laquelle l'humanité va peu à peu s'imprimer. Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, joué par un Gary Oldman survolté, est l'un des méchants les plus mémorables du cinéma de science-fiction. C'est un homme d'affaires vénal, un capitaine d'industrie sans foi ni loi, allié au mal absolu sans en comprendre pleinement la nature. Son look extravagant, un toupet étrange, une cicatrice, un accent traînant et une gestuelle théâtrale, a été comparé à un croisement entre Hitler et un politicien véreux. Mais Zorg n'est pas un méchant purement menaçant, il est aussi profondément pathétique et comique. Sa maladresse, ses colères enfantines, et surtout sa lutte désespérée et absurde contre un simple Mangalore dans son propre bureau, le rendent presque attachant dans sa médiocrité. Il représente la cupidité et l'arrivisme humain, prêt à pactiser avec le diable pour un profit personnel, mais finalement vaincus par leur propre stupidité et leur manque de vision. Ruby Rhod, interprétée par Chris Tucker, est sans doute le personnage le plus clivant et pourtant le plus audacieux du film. Il est l'incarnation ultime du camp, de l'excès et du divertissement débridé. Hyperactif, vêtu de manière extravagante, hurlant plus qu'il ne parle, il est le pur produit de la société de divertissement du XXIe siècle, où l'image et le bruit priment sur le fond. À sa sortie, le personnage a été soit adoré pour son énergie folle et son humour décalé, soit détesté pour son côté strident et tout mûche. Avec le recul, les critiques modernes saluent son audace et son caractère précurseur. Ruby Rhod a ouvert la voie à des personnages de sidekick excentriques et flamboyants dans les blockbusters, comme on en trouve dans Gardiens de la Galaxie, prouvant que l'humour et l'excès ont toute leur place dans un récit de science-fiction. L'esthétique visuelle du film est l'un de ses atouts majeurs et ce qui le rend immédiatement reconnaissable. Luc Besson, qui a conçu l'histoire à l'âge de 16 ans, s'est librement inspiré des comics et des bandes dessinées franco-belges, notamment de magazines comme Métal Hurlant. Contrairement à la grisaille et au réalisme granuleux d'un Blade Runner, Besson propose un futur coloré, saturé, propre et lumineux. Les lignes sont épurées, les formes sont organiques et étranges, et l'ensemble baigne dans une lumière chaude et artificielle. Cette direction artistique, assumée et cohérente, crée un univers rétrofuturiste unique, où le passé, l'Égypte antique, l'opéra, les costumes, se mêlent au futur le plus extravagant, créant un patchwork visuel fascinant et immédiatement identifiable. La collaboration avec le couturier Jean-Paul Gaultier a été une décision géniale qui a profondément marqué l'identité du film. Gaultier a habillé le futur avec un mélange audacieux de haute couture et d'objets de récupération, créant des costumes qui sont de véritables œuvres d'art. Des combinaisons minimalistes et moulantes de Léla, qui soulignent sa pureté, aux costumes grotesques et guerriers des Mangalore, en passant par les uniformes des forces de police, le look extravagant de Ruby Rhod ou encore les tenues sophistiquées de la diva, chaque vêtement raconte une histoire et enrichit l'univers visuel. Cette immersion dans le monde de la mode a donné au film une texture unique, rendant chaque plan visuellement dense et contribuant à son statut d'objet cinématographique à part point les décors et les effets spéciaux, novateurs pour l'époque, participent pleinement à la construction de cet univers. New York en 2263 est représentée comme une jungle urbaine verticale, avec des autoroutes aériennes superposées où des millions de véhicules se croisent dans un balai incessant. Les scènes de poursuite en taxi, notamment celle de l'introduction de Corben, sont spectaculaires et donnent le ton du film, rapide, dynamique et visuellement époustouflant. Floston Paradise, le vaisseau de croisière de luxe, contraste avec l'agitation new-yorkaise. C'est un lieu de paix, de luxe et de divertissement, une sorte de Las Vegas interstellaire où l'opulence et le kitsch se côtoient, offrant un écrin parfait pour le deuxième acte du film. La séquence de la Diva Plava Laguna est un moment de grâce et un parfait exemple du style Besson. Le mélange du chant lyrique de la diva extraterrestre, un aria sublime, avec la rythmique techno-contemporaine composée par Eric Serra, crée un contraste saisissant. Simultanément, l'élan exécute un combat chorégraphié contre les Mangalore, mêlant grâce martiale et violence maîtrisée. Cette superposition d'éléments disparates à l'opéra classique, la musique électronique, l'action et la beauté plastique est une signature du réalisateur, capable de fusionner les genres et les émotions pour créer un moment de cinéma pur, à la fois divertissant et artistiquement ambitieux.
Cette scène est devenue l'une des plus célèbres et emblématiques du film. À sa sortie en 1997, le film a reçu un accueil critique mitigé. Avec un métascore de 52%, il a divisé la presse. Certains critiques, comme Roger Ebert, tout en reconnaissant le film loufoque et trop long, ont salué sa richesse visuelle, le comparant à Metropolis et recommandant de le voir pour son imagerie foisonnante. D'autres, comme James Berardinelli, ont été plus sévères, déplorant un manque de substance, de logique et d'intelligence masqué par une agression visuelle et sonore. Le Hollywood reporté de l'époque fut cinglant, qualifiant le film de monstruosité générique et confuse et de gadgets bruyants, regrettant que le cinquième élément manquant soit une histoire cohérente et attrayante. People Magazine le résuma à un Die Hard dans un emballage Blade Runner moins réussi, le jugeant fort, brillant et facilement oubliable. Malgré ses critiques mitigées, le film a su conquérir le public et a gagné, avec le temps, un statut de film culte incontestable. De nombreux articles et rétrospectives publiés des années plus tard, notamment en 2017 et 2020, le célèbrent comme un chef-d'œuvre du popcorn movie, un divertissement pur et assumé. L'esthétique unique du film, son humour absurde et décalé, son audace visuelle et son optimisme débordant, qui étaient parfois perçus comme des défauts à l'époque, sont aujourd'hui célébrés comme ses plus grandes qualités. Le film a su vieillir avec grâce, et son influence est désormais reconnue sur toute une génération de blockbusters, en particulier pour le ton décalé et l'humour irrévérencieux que l'on retrouve dans des films comme Gardiens de la Galaxie de Marvel. L'importance du film dans l'histoire du cinéma réside dans son statut d'ovni cinématographique. À une époque où la science-fiction hollywoodienne oscillait entre le sombre et pluvieux, Blade Runner, et le grand spectacle patriotique, Indépendance Day, Luc Besson a proposé une vision radicalement différente, un film européen, coloré, décomplexé et profondément optimiste. Ce n'est pas un film intelligent au sens académique ou narratif du terme, mais c'est un film intelligent sur le plan visuel et émotionnel. Il demande au spectateur d'accepter ses règles du jeu, de suspendre son incrédulité et de se laisser porter par un univers où le bien et le mal sont aussi simples et évidents que dans un conte de fées, et où la solution à tous les problèmes, aussi cosmiques soient-ils, est l'amour. Porté par des performances inoubliables, le film doit beaucoup à son casting. Bruce Willis incarne avec une nonchalance parfaite le héros d'action fatigué mais efficace. Mila Jovovich crée une icône visuelle et émotionnelle, un être à la fois puissant et vulnérable. Gary Oldman livre une composition géniale de méchants comiques et pathétiques. Chris Tucker apporte une énergie survoltée et inoubliable, tandis qu'Ian Holm incarne avec une dignité amusée le prêtre traditionnaliste. Cette alchimie entre des personnages hauts en couleur et un univers visuel unique a permis au film de traverser les décennies sans prendre une ride, devenant un classique intemporel et une référence esthétique majeure, cité et parodié dans de nombreuses œuvres ultérieures. Au-delà de son statut de divertissement, le film offre une réflexion intéressante sur la nature de l'humanité. Le personnage de Layla, l'être parfait, est horrifié par ce qu'elle découvre des humains, leur violence, leur cupidité, leur autodestruction. C'est un miroir tendu au spectateur. Pourtant, le film ne sombre pas dans le misanthrope. Il choisit de mettre en avant la contrepartie de ses défauts, la capacité d'aimer, de se sacrifier, de rire et de s'émerveiller. Corben, l'homme ordinaire, incarne cette bonté simple et quotidienne. Le film suggère que l'humanité, avec tous ses défauts, possède aussi en elle la force la plus puissante de l'univers. C'est un message profondément humaniste et optimiste, rare dans un genre souvent tourné vers le dystopique et le pessimisme. Et la musique d'Eric Serra, bien que parfois critiquée pour son omniprésence, est indissociable de l'identité du film. Elle colle parfaitement à l'image, épousant le rythme effréné des courses-poursuites, la douceur des moments intimes et l'émotion des scènes clés. Le thème principal, avec ses chœurs et ses sonorités éthérées, est immédiatement reconnaissable. La fusion de l'opéra et de la techno lors du concert de la diva est un tour de force musical qui illustre parfaitement le mélange des genres chers à Besson. La bande originale contribue à créer l'atmosphère unique du film, à la fois épique, intime et décalée, et elle joue un rôle crucial dans l'immersion du spectateur dans cet univers rétrofuturiste. L'humour est un élément essentiel du film, et il est présent à tous les niveaux. Il peut être burlesque, comme dans les scènes avec les Mangalore, maladroit et colérique. Il peut être ironique, comme dans le personnage de Zorg, un méchant qui rate presque tout ce qu'il entreprend. Il peut être absurde, comme dans les interventions hystériques de Ruby Rhod. Il peut être plus subtil, comme dans les réactions blasées de Corben face au chaos ambiant. Cet humour constant empêche le film de se prendre trop au sérieux et le rend immédiatement sympathique. Il désamorce la tension et rend les personnages attachants. C'est un humour qui vient du cœur et qui fait partie intégrante de l'identité du film,
contribuant à son statut de divertissement pur et désarmant. L'influence du film sur la culture populaire est considérable. Le costume de l'élan est régulièrement repris et parodié. La réplique de Corben, oui, je suis en congé, est devenue culte. Le design des voitures volantes, des armes et des décors a inspiré de nombreux jeux vidéo et œuvres de science-fiction ultérieures. Le personnage de Ruby Rhod a ouvert la voie à une nouvelle génération de personnages excentriques et flamboyants. Le film a prouvé qu'il était possible de faire une superproduction de science-fiction avec un cachet européen, une âme et un humour décalé, sans sacrifier le spectacle. Il a élargi le champ des possibles du genre et continue d'être une source d'inspiration pour les cinéastes et les artistes du monde entier. Le film peut également être vu comme une fable écologique et spirituelle. La menace du mal absolu, cette sphère destructrice, peut être interprétée comme une métaphore des forces de destruction qui pèsent sur notre monde, qu'elles soient environnementales, guerrières ou spirituelles. Les 4 éléments, qui doivent être réunis et harmonisés, rappellent notre dépendance à la nature et à l'équilibre des forces vitales. Le 5e élément, l'amour, est présenté comme la seule force capable de contrer cette destruction. C'est un message simple mais puissant. Pour sauver la planète et l'humanité, il ne suffit pas de technologies avancées, il faut retrouver un lien spirituel et émotionnel avec le monde et avec les autres. Est la relation entre Corben et l'élan et le cœur émotionnel du film. Elle se construit progressivement, au-delà des barrières du langage. Au début, Corben est un simple sauveur, puis un protecteur. L'élan, de son côté, le regarde avec curiosité et une forme de dépendance. Leur lien se renforce à travers les épreuves, les combats et les moments de complicité silencieuse. Le baiser final n'est pas une fin en soi, mais l'aboutissement logique de cette connexion grandissante. Il est la preuve que l'amour peut naître dans les circonstances les plus improbables et qu'il a le pouvoir de transcender les différences et les incompréhensions. Cette relation simple et sincère ancre le film dans une émotion authentique et rend la conclusion d'autant plus satisfaisante. Le personnage du père Vito Cornelius apporte une dimension presque mystique au récit. Il est le gardien d'une tradition ancestrale, un homme de foi dans un monde futuriste apparemment sécularisé. Sa croyance inébranlable en la prophétie et en l'importance des pierres contraste avec le cynisme ambiant et la technologie omniprésente. Il représente la continuité entre le passé antique et le futur lointain, le lien spirituel qui relie les générations. Malgré son côté parfois maladroit et théâtral, il est un guide essentiel pour Corben et l'élan, celui qui comprend la véritable nature de la mission et qui maintient la flamme de l'espoir et de la foi dans le destin. L'opposition entre l'élan et Zorg est également intéressante à analyser. L'élan est l'incarnation de la vie, de la pureté et de l'harmonie. Zorg est l'incarnation du chaos, de la cupidité et de la destruction. Ils sont les 2 faces d'une même pièce, les représentants des forces de création et de destruction qui s'affrontent dans l'univers. L'élan agit par instinct et par amour, Zorg agit par intérêt et par peur. Leur confrontation n'est jamais directe, mais leurs destins sont liés par les pierres. La victoire finale de l'élan est celle de la vie et de l'amour sur la cupidité et la destruction aveugle, une victoire morale autant que physique. Le film de Luc Besson est aussi un hymne à la diversité et à la différence. L'univers du film est peuplé d'une multitude d'espèces extraterrestres, toutes plus étranges et fascinantes les unes que les autres. Des Mondoshawan massifs et bienveillants aux Mangalore stupides et guerriers, en passant par la diva et son peuple, le film célèbre la pluralité des formes de vie. Cette diversité est présentée comme une richesse, et non comme une menace. L'humanité n'est qu'une espèce parmi d'autres, et c'est en coopérant avec ces différences qu'elle peut espérer survivre. Cette ouverture à l'autre est un message profondément humaniste et tolérant. L'un des aspects les plus novateurs du film à sa sortie était son mélange des genres. Il est à la fois un film de science-fiction, un film d'action, une comédie, un film d'aventure et même un conte philosophique. Il passe d'une scène de poursuite effrénée à un moment de comédie burlesque, puis à une scène d'opéra lyrique, sans jamais perdre le spectateur. Cette hybridité des genres, qui aurait pu être un défaut, devient une force grâce à la maîtrise du rythme par Besson et à la cohérence de son univers. Le film impose son propre ton, un ton unique et immédiatement reconnaissable, et invite le spectateur à le suivre dans toutes ses fantaisies. La représentation du futur dans le film est à la fois familière et déroutante. New York est toujours reconnaissable, avec ses taxis, ses rues, même si elles sont en hauteur, et sa publicité omniprésente. Mais cette familiarité est constamment déstabilisée par des éléments futuristes, les voitures volantes, les armes laser, les aliens dans la rue, les écrans géants. Le film ne cherche pas à créer un futur complètement étranger, mais plutôt une version amplifiée et exagérée de notre présent. Cette approche rend l'univers plus accessible et permet aux spectateurs de s'identifier plus facilement aux personnages, tout en s'émerveillant des inventions visuelles. La dimension satirique du film est souvent sous-estimée.
La société du XXIe siècle est une caricature de notre monde contemporain, avec ses excès médiatiques, incarnés par Ruby Rhod, sa bureaucratie absurde, le président Lindbergh, son consumérisme débridé, les publicités pour McDonald's et sa violence institutionnalisée. Le film se moque gentiment de ses travers, mais sans méchanceté. Il les intègre à son univers pour en souligner l'absurdité, tout en conservant un regard finalement assez tendre sur l'humanité. Cette satire légère ajoute une couche de lecture supplémentaire au film et le rend plus intelligent qu'il n'y paraît au premier abord. Le rôle des femmes dans le film mérite d'être souligné. L'élan est le personnage central, la clé de voûte de tout le récit. C'est elle qui détient le pouvoir de sauver l'univers, et c'est son évolution émotionnelle qui détermine l'issue de l'histoire. Elle n'est pas un simple objet de désir ou un sidekick du héros masculin, elle est l'héroïne principale. Même la diva Plava Laguna, malgré son rôle secondaire, est un personnage fort et mémorable, une artiste talentueuse et digne. Le film propose ainsi une vision assez progressiste pour l'époque, plaçant une femme au cœur de l'action et de la résolution du conflit. L'importance de la couleur dans l'esthétique du film est fondamentale. Loin des tons gris et bruns habituels de la science-fiction, Besson utilise une palette de couleurs vives et saturées. Le jaune du bandage de l'élan, le rouge des cheveux de Ruby Rhod, le bleu de la diva, les décors orange et pourpre de Floston Paradise. Chaque scène est un feu d'artifice visuel. Cette utilisation audacieuse de la couleur contribue à créer l'atmosphère unique du film, à la fois joyeuse, optimiste et résolument artificielle. Elle affirme que le futur n'est pas forcément sombre et déprimant, mais qu'il peut être coloré, flamboyant et plein de vie. La scène d'ouverture en Égypte antique est cruciale pour installer la mythologie du film. Elle ancre l'histoire dans un passé lointain et mystérieux, suggérant que les extraterrestres ont visité la Terre depuis des millénaires et ont influencé les civilisations humaines. Les prêtres, gardiens du secret, établissent une lignée spirituelle qui traverse les âges jusqu'au père Cornelius. Cette ouverture donne au film une dimension épique et intemporelle, reliant l'Égypte ancienne au XXIe siècle et créant un pont entre les mystères du passé et les défis du futur. Elle pose les bases d'une mythologie originale et cohérente, essentielle à la crédibilité du récit. Le design des Mondoshawan est particulièrement réussi. Ces extraterrestres sont représentés comme des êtres massifs, lents et majestueux, avec une carapace métallique qui évoque à la fois la robotique et le minéral. Leur aspect imposant et leur démarche pesante leur confèrent une aura de sagesse et de puissance tranquille. Ils sont les gardiens bienveillants de l'arme, et leur sacrifice lors de la destruction de leur vaisseau est un moment poignant. Leur design, à la fois étrange et familier, contribue à la richesse visuelle du film et à la crédibilité de son univers extraterrestre. Les Mangalore, en revanche, sont l'incarnation de la brute stupide et colérique. Leur design est volontairement grotesque, avec des corps massifs, des visages bestiaux et une gestuelle maladroite. Ils sont à la fois menaçants et ridicules, ce qui en fait des adversaires redoutables mais aussi une source d'humour constante. Leur stupidité est leur principale faiblesse, et elle est exploitée avec brio dans plusieurs scènes, notamment lors de leur affrontement avec Zorg dans son bureau. Ils représentent la force brute sans intelligence, une menace réelle mais finalement assez facile à déjouer pour des héros plus rusés. Le vaisseau Floston Paradise est un personnage à part entière dans le film. Ce gigantesque paquebot spatial est un lieu de luxe et de décadence, un paradis artificiel flottant dans l'espace. Ses décors sont somptueux et kitsch à la fois, avec des couleurs chatoyantes, des formes organiques et une profusion de détails. Il représente l'apogée de la société de consommation et de divertissement du XXIe siècle, un lieu où l'élite vient s'encanailler et oublier les tracas du quotidien. C'est dans ce décor baroque que se joue le deuxième acte du film, un huis clos spatial où s'affrontent les héros, les méchants et une galerie de personnages secondaires où en couleur point le personnage du président Lindbergh, bien que secondaire, apporte une touche d'humour bureaucratique au film. Il est le dirigeant de la Fédération, un homme dépassé par les événements, entouré de conseillers inefficaces et plus préoccupé par les sondages que par le salut de l'humanité. Son personnage est une satire amusante de la classe politique, incapable de prendre des décisions cruciales et toujours à la recherche de la solution la plus consensuelle. Il contraste avec l'efficacité pragmatique de Corben et la foi inébranlable du père Cornelius, soulignant le décalage entre le pouvoir officiel et l'action réelle. Le général Munro, chef des opérations militaires, est un personnage plus traditionnel. C'est un militaire pragmatique, habitué à gérer des crises et à prendre des décisions rapides. Il représente l'autorité et l'efficacité, mais aussi une certaine rigidité de pensée. Il est initialement sceptique face aux explications du père Cornelius, mais il finit par reconnaître l'importance de la mission et apporte son soutien logistique à Corben. Son personnage incarne la raison d'État et l'action militaire, qui doivent finalement s'incliner devant la puissance spirituelle des pierres et de l'amour.
La relation entre Corben et son taxi est presque affective. Ce vieux vaisseau, un taxi volant quelque peu cabossé, est le seul bien de Corben, son outil de travail et son refuge. Il le connaît par cœur et en prend soin comme d'une vieille compagne. Le taxi est également un personnage à part entière dans les scènes d'action, capable de prouesses acrobatiques et de résistance face aux tirs ennemis. Il est le témoin silencieux de l'irruption de l'élan dans la vie de Corben et les accompagne tout au long de leur aventure. Cette relation entre un homme et sa machine ajoute une touche de tendresse et d'humanité à l'univers futuriste. La scène où Corben prépare ses nouilles est un petit moment de grâce, typique du talent de Besson pour saisir l'ordinaire au milieu de l'extraordinaire. Ce rituel simple et quotidien, filmé avec une attention presque amoureuse, ancre le personnage dans une réalité tangible et le rend immédiatement sympathique. C'est un contraste saisissant avec le chaos qui va bientôt s'abattre sur lui. Cette scène dit tout de Corben, un homme seul, au goût simple, qui trouve un réconfort dans les petites choses de la vie. Elle prépare le spectateur à s'attacher à ce héros malgré lui, bien loin des super-héros invincibles. Le langage inventé pour l'élan, le divin, est une idée audacieuse et brillante. En privant le personnage d'un langage compréhensible, Besson oblige le spectateur à communiquer avec elle sur un plan purement émotionnel et visuel. Milla Jovovich parvient à transmettre une gamme d'émotions incroyablement large à travers ses expressions, ses intonations et son langage corporel. Cette barrière linguistique renforce l'altérité de l'élan et rend sa connexion avec Corben d'autant plus puissante, car elle se fait au-delà des mots, dans un registre purement humain et universel. Le personnage de David, l'assistant du père Cornelius, apporte une touche d'humour et de maladresse supplémentaire. Ce jeune homme enthousiaste mais un peu gauche est le disciple dévoué du prêtre, prêt à tout pour l'aider dans sa mission. Il est souvent victime des circonstances, mais il ne se décourage jamais. Son personnage incarne la foi naïve et l'engagement sincère, même dans la maladresse. Il est le faire-valoir comique du père Cornelius et contribue à la légèreté du film, même dans les moments les plus tendus. Et la scène de l'opéra sur Fhloston Paradise est un morceau de bravoure qui mérite une analyse approfondie. Le choix de mêler un air d'opéra classique, interprété par une diva extraterrestre, à une rythmique techno-contemporaine est un geste artistique audacieux. Il symbolise parfaitement le mélange des genres et des époques qui caractérisent le film. Pendant ce temps, l'élan exécute un combat chorégraphié d'une grâce et d'une efficacité redoutables, comme si la musique guidait ses mouvements. Cette scène est une synthèse parfaite de l'esthétique du film. Le beau, le violent, le classique et le moderne s'y entremêlent pour créer un moment de cinéma total, à la fois visuel, musical et émotionnel. Le personnage de la diva Plava Laguna elle-même est une création fascinante. Cette extraterrestre bleue, majestueuse et talentueuse, est une véritable star dans son univers. Son design, avec ses formes généreuses et ses tentacules, est à la fois étrange et séduisant. Elle incarne l'art et la beauté, des valeurs qui transcendent les espèces et les époques. Son sacrifice, lorsqu'elle donne sa vie pour protéger les pierres, est un moment poignant qui ajoute une dimension tragique au récit. La diva est bien plus qu'un personnage secondaire, elle est une icône, un symbole de la puissance de l'art face à la barbarie. La mort de Zorg est à l'image du personnage, ironique et pathétique. Après avoir passé tout le film à chercher à s'emparer des pierres, il meurt à cause de sa propre cupidité et de sa négligence, piégé par une bombe qu'il avait lui-même offerte à un Mangalore. Cette fin est une justice poétique. Le méchant est vaincu par ses propres armes et par ceux qu'il a trahis. Sa dernière scène, où il contemple les pierres flottant dans l'espace avant de périr dans l'explosion, est à la fois tragique et dérisoire. Il meurt seul, sans avoir accompli son objectif, emporté par le chaos qu'il a lui-même contribué à créer. Le retour en Égypte pour la scène finale boucle la boucle narrative de manière élégante. Le film se termine là où il avait commencé, dans le temple antique où les prêtres avaient confié les pierres au Mondoshawan des millénaires plus tôt. Cette circularité renforce la dimension mythologique du récit et donne une impression de destin accompli. Les personnages reviennent aux sources, au lieu sacré où tout a commencé, pour accomplir la prophétie et sauver l'humanité. Ce retour aux origines est chargé de symbolisme et apporte une conclusion satisfaisante à l'épopée. Le refus initial de l'élan d'activer l'arme est le moment le plus sombre et le plus poignant du film. Après avoir été exposée à la violence et à la cruauté de l'humanité à travers les images télévisées, elle est submergée par le désespoir. Elle ne comprend pas pourquoi elle devrait sauver une espèce aussi autodestructrice, capable du pire. Ce moment de doute est crucial, car il remet en question la valeur même de l'humanité. La réponse du film est apportée par Corben, non pas par un discours ou une démonstration de force, mais par un geste simple et sincère d'amour. C'est la preuve que l'humanité, malgré tous ses défauts, est aussi capable du meilleur. Le baiser final entre Corben et l'élan est l'un des baisers les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Il n'est pas seulement romantique, il est cosmique. Il est l'activation du cinquième élément,
la clé qui libère la puissance des 4 pierres et sauve l'univers. Ce baiser symbolise la victoire de l'amour sur la destruction, de la vie sur la mort. Il est la preuve que la force la plus puissante de l'univers n'est pas une technologie avancée ou une arme surpuissante, mais le lien émotionnel qui unit 2 êtres. C'est une déclaration d'optimisme radical, une affirmation que l'amour peut vraiment sauver le monde. La scène finale, où Corben et Leela sont seuls dans le taxi, flottant dans l'espace après la destruction du mal, est d'une douceur infinie. Après tant de chaos et d'action, le film se termine sur un moment de calme et d'intimité. Leela, qui a enfin appris à dire « je t'aime », regarde Corben avec des yeux pleins de tendresse. La menace est écartée, le monde est sauvé, et ils sont enfin ensemble, seuls au monde. Cette fin, simple et émouvante, est à la hauteur du message du film. Au cœur de l'univers, après toutes les batailles, ce qui compte vraiment, c'est l'amour partagé. Le film a également marqué les esprits par sa bande-annonce, qui était à l'époque un événement en soi. Montée de manière dynamique et spectaculaire, elle donnait le ton du film, rapide, coloré, explosif. Elle mettait en avant les effets spéciaux novateurs, le casting prestigieux et l'univers unique créé par Luc Besson. Cette bande-annonce a contribué à créer l'attente autour du film et à en faire l'un des événements cinématographiques de l'année 1997. L'affiche du film, avec Milla Jovovich en l'élan dans son célèbre bandage jaune, est devenue iconique. Elle est simple, graphique et immédiatement reconnaissable. Elle a contribué à faire de l'élan un symbole de la science-fiction des années 90 et a été reproduite et parodiée d'innombrables fois. Cette affiche est un exemple parfait de la puissance de l'image dans le marketing cinématographique, et elle reste associée au film dans l'imaginaire collectif. Le film a été nominé pour de nombreuses récompenses, notamment au César, où il a remporté ceux du meilleur réalisateur, de la meilleure photographie et des meilleurs décors. Ces nominations et ces prix reconnaissaient la qualité technique et artistique du film, en particulier dans les domaines visuels. Ils ont contribué à légitimer le film auprès de la critique institutionnelle, malgré les réserves exprimées sur son scénario. Le succès commercial du film a été phénoménal. Avec un budget d'environ 90 millions de dollars, il en a rapporté plus de 260 millions dans le monde, devenant l'un des plus gros succès de l'année et le film français le plus cher et le plus rentable de l'époque. Ce succès a prouvé qu'un film européen, avec un réalisateur français et une esthétique décalée, pouvait conquérir le public mondial et rivaliser avec les grosses productions hollywoodiennes. Le film a également lancé la carrière internationale de Milla Jovovich, qui était auparavant connue comme mannequin et actrice dans des films mineurs. Son rôle de l'élan a fait d'elle une star mondiale et une icône de la science-fiction. Elle a ensuite retrouvé Luc Besson pour la série des Resident Evil, confirmant sa place dans le genre. Le film a également conforté le statut de Bruce Willis comme star d'action incontournable, après Die Hard et Pulp Fiction. Le tournage du film a été long et complexe, avec des décors gigantesques construits au studio de Pinewood en Angleterre et des effets spéciaux novateurs pour l'époque. Luc Besson a supervisé chaque détail, des costumes aux décors en passant par la musique, imposant sa vision avec une exigence rare. Le film a nécessité des mois de post-production pour les effets spéciaux, qui étaient parmi les plus avancés de leur temps. La relation entre Luc Besson et Milla Jovovich sur le tournage a été très médiatisée. Ils se sont rencontrés lors des auditions et ont entamé une relation amoureuse qui a duré plusieurs années, aboutissant à un mariage rapidement suivi d'un divorce. Cette relation a ajouté une dimension personnelle au film, et beaucoup ont vu dans le personnage de l'élan une création de Besson pour et par Jovovich. Le film a été présenté en ouverture du 50e Festival de Cannes, un honneur rare pour un film de science-fiction. Cette sélection a consacré le film comme un événement cinématographique majeur et a attiré l'attention du monde entier sur le nouveau projet de Luc Besson. La projection sur la Croisette a été un moment de gloire pour le réalisateur et son équipe, malgré les critiques mitigées qui ont suivi. Le style vestimentaire de Ruby Rhod, créé par Jean-Paul Gaultier, est un véritable défilé de mode à lui seul. Ses tenues extravagantes, ses coiffures improbables et ses accessoires clinquants sont une célébration de l'excès et du mauvais goût assumé. Il incarne la mode du futur telle que Gaultier l'imagine, libérée, provocante et résolument caen. Son personnage est une performance en soi, un hommage au divertissement et à la superficialité assumée. La scène de la poursuite en taxi dans New York est un modèle du genre. Elle est rapide, inventive et spectaculaire, utilisant toutes les possibilités offertes par les autoroutes aériennes et la verticalité de la ville. Le taxi de Corben, piloté avec maestria, slalom entre les véhicules, traverse des immeubles et défie les lois de la physique. Cette scène donne le ton du film et annonce le mélange d'action et d'humour qui va caractériser le reste du récit. Le personnage du prêtre égyptien en 1914, qui ouvre le film, est le premier maillon de la chaîne des gardiens du secret. Il incarne la foi et la tradition,
transmettant le savoir sacré aux générations futures. Sa scène, filmée avec solennité, installe la dimension mythologique du film et ancre l'histoire dans un passé lointain et mystérieux. Il est le premier d'une longue lignée de prêtres qui aboutira au Père Cornelius. Le design des pierres élémentaires est simple mais efficace. Ce sont 4 petits cylindres de pierre, chacun orné d'un symbole représentant son élément. Ils sont à la fois anciens et futuristes, mystérieux et tangibles. Leur simplicité contraste avec la puissance qu'ils renferment, soulignant l'idée que les choses les plus importantes sont souvent les plus discrètes. Et la scène où Léla découvre la guerre et la violence à travers les images télévisées est un moment clé du film. Elle est confrontée à la face la plus sombre de l'humanité, et sa réaction de désespoir est profondément émouvante. Cette scène pose la question de la valeur de l'humanité et prépare le refus final de Léla d'activer l'arme. Elle est le cœur du message humaniste du film, qui reconnaît les défauts de l'homme mais croit en sa capacité à s'améliorer. Le personnage de Corben Dallas, avec son passé de major et sa vie actuelle de taxi, est un personnage complexe et attachant. Il a connu la gloire et l'action, mais il a choisi une vie simple et tranquille. Il n'est pas un héros par vocation, mais par circonstance. Son courage et sa détermination viennent de son humanité, de son attachement à l'élan et de son refus de laisser le mal triompher. Il est le héros ordinaire d'une histoire extraordinaire, ce qui le rend accessible et sympathique. Le film de Luc Besson est une œuvre profondément personnelle, le fruit d'une vision artistique unique. Il a été conçu par Besson à l'âge de 16 ans et a mûri pendant près de 20 ans avant de voir le jour. Cette longue gestation explique la richesse et la cohérence de l'univers créé, ainsi que la multiplicité des thèmes abordés. Le film est le reflet des obsessions et des passions de son créateur, et c'est ce qui lui donne cette authenticité et cette originalité rare dans le cinéma de genre. La réception critique du film a évolué avec le temps. Si à sa sortie, il a divisé la critique, il est aujourd'hui largement considéré comme un classique de la science-fiction et un film culte incontournable. Cette réévaluation positive est due en partie à l'influence qu'il a eue sur les générations suivantes de cinéastes et à la reconnaissance de son audace visuelle et de son ton unique. Le temps a fait son œuvre, et les qualités du film ont fini par l'emporter sur ses défauts aux yeux de la postérité. Le film est également un exemple parfait de ce qu'on appelle le cinéma du look, un courant du cinéma français des années 80 et 90 qui privilégie l'esthétique visuelle et la mise en scène spectaculaire au détriment du réalisme et de la profondeur psychologique. Luc Besson, avec Jean-Jacques Benex et Léos Carax, est l'un des principaux représentants de ce courant. Le 5e élément est l'aboutissement de cette esthétique, un film où l'image et le style règnent en maître. La musique d'Éric Serra, bien que souvent associée au film, a aussi été critiquée pour son côté envahissant et parfois redondant. Certains critiques ont estimé qu'elle manquait de subtilité et qu'elle imposait un rythme trop uniforme au récit. Cependant, elle est indissociable de l'identité du film et a contribué à son succès auprès du public. Le thème principal est devenu un classique de la musique de film. Le film a également marqué les esprits par son humour décalé et son second degré constant. Il ne se prend jamais vraiment au sérieux, même dans les moments les plus dramatiques. Cet humour est un élément clé de son identité et de son succès. Il désamorce la tension, rend les personnages attachants et crée une complicité avec le spectateur. C'est un humour qui vient du cœur et qui fait partie intégrante de la philosophie du film. La scène de la mort de la diva est un moment tragique et beau à la fois. Elle meurt en chantant, sacrifiant sa vie pour protéger les pierres et permettre au héros de sauver l'univers. Son sacrifice est un acte de courage et de générosité, et il ajoute une dimension émotionnelle forte au récit. La diva n'est pas seulement une artiste, c'est une héroïne, prête à donner sa vie pour une cause plus grande qu'elle. Le personnage de Ruby Rhod, bien que souvent considéré comme un simple faire-valoir comique, est en réalité plus complexe qu'il n'y paraît. Il est le produit de la société de divertissement, mais il montre aussi une certaine forme de courage et de loyauté envers Corben et Léla. Il les aide malgré sa peur et son incompétence, et il finit par jouer un rôle non négligeable dans la réussite de la mission. Il est le héros malgré lui, une version comique de Corben. Le film explore également la thématique de la renaissance et de la création. L'élan est créé à partir de cellules, une naissance artificielle qui lui donne une pureté et une innocence originelle. Elle découvre le monde avec des yeux neufs, et son parcours est une forme d'apprentissage de l'humanité. Sa relation avec Corben est une forme de renaissance mutuelle. Elle lui redonne un sens à la vie, et il lui apprend ce que signifie être humain. La scène finale, avec Corben et l'élan flottant dans l'espace dans le taxi, est une image d'une grande poésie. Ils sont seuls, en apesanteur, dans leur petit habitacle, tandis que l'univers s'étend à perte de vue autour d'eux. Cette image symbolise leur isolement et leur union, leur amour qui les protège du vide cosmique. C'est une fin ouverte et optimiste, qui laisse imaginer un avenir heureux pour ce couple improbable.
Le film de Luc Besson est une œuvre généreuse et spectaculaire, un divertissement de qualité qui a marqué toute une génération de spectateurs. Il est le témoignage d'une époque où le cinéma de genre français osait rivaliser avec Hollywood, avec des moyens colossaux et une vision artistique affirmée. Il reste aujourd'hui un film incontournable, une référence pour tous les amateurs de science-fiction et un classique du cinéma populaire. L'influence du film sur la mode et le design est également notable. Le style de l'élan, avec son bandage jaune et ses cheveux orange, a été largement imité et cité. Les créations de Jean-Paul Gaultier pour le film ont marqué les esprits et ont contribué à populariser l'idée que la science-fiction pouvait être aussi une affaire de style et d'élégance. Le film a ainsi influencé non seulement le cinéma, mais aussi la mode et la culture populaire en général. Le personnage de Corbin Dallas, avec son débardeur blanc et sa coupe mulet blonde, est devenu une icône du héros d'action des années 90. Son look, à la fois décontracté et badass, a été largement repris et parodié. Il incarne une certaine idée de la masculinité, à la fois forte et vulnérable, et il est l'un des personnages les plus mémorables du cinéma de science-fiction. La réplique « L'élan Dallas multipasse » est devenue culte. Cette phrase, prononcée par l'élan avec son accent et sa prononciation hésitante, est un moment de comédie pure. Elle est devenue un mème et une référence incontournable pour les fans du film. Elle illustre parfaitement le mélange d'humour et de tendresse qui caractérise le personnage de l'élan et le film dans son ensemble. Le film a également marqué les esprits par sa bande originale, qui mêle avec audace les genres musicaux. Le thème d'Eric Serra, avec ses chœurs lyriques et ses rythmes électroniques, est immédiatement reconnaissable. L'aria de la diva, mixée avec la techno, est un moment musical unique dans l'histoire du cinéma. La musique est un personnage à part entière du film, contribuant à son atmosphère unique et à son identité sonore. Est la scène de l'arrivée de Lélo sur Terre, avec sa chute vertigineuse à travers les niveaux de la ville, est un moment de pure virtuosité technique. Les effets spéciaux, novateurs pour l'époque, sont encore impressionnants aujourd'hui. Cette scène donne le ton du film, rapide, spectaculaire et résolument moderne. Elle introduit le personnage de Lélo de manière mémorable et annonce le chaos qui va suivre. Le personnage de Jean-Baptiste Emmanuel Zorg est l'un des méchants les plus originaux et les plus fascinants du cinéma. Il n'est pas un méchant classique, animé par la soif de pouvoir ou la vengeance. Il est un homme d'affaires cupide et vénal, prêt à tout pour s'enrichir, même à pactiser avec le mal absolu. Sa maladresse, ses colères enfantines et son côté pathétique le rendent presque attachant, et Gary Oldman lui donne une présence magnétique et inoubliable. Le film de Luc Besson est une célébration de la vie, de l'amour et de la diversité. C'est un film optimiste et généreux, qui croit en la capacité de l'humanité à surmonter ses défauts et à s'unir pour faire face aux menaces. C'est un conte de fées moderne, un space opéra coloré et décomplexé, qui a conquis le cœur de millions de spectateurs à travers le monde et qui continue de les faire rêver. Plus de 20 ans après sa sortie. Le tournage du film représente un défi logistique et technique considérable pour l'époque, avec la construction de décors gigantesques au studio de Pinewood en Angleterre, où l'équipe de production a dû recréer intégralement l'atmosphère surréaliste de New York en 2263 ainsi que les intérieurs luxueux et kitsch du vaisseau Floston Paradise, nécessitant des mois de travail acharné pour des centaines d'artisans et de techniciens venus des quatre coins de l'Europe et des États-Unis. Luc Besson, connu pour son exigence légendaire et sa vision précise, a supervisé personnellement chaque détail de la production, depuis la conception des costumes par Jean-Paul Gaultier jusqu'à la création des accessoires les plus insignifiants en apparence, imposant sa patte artistique avec une autorité rare dans l'industrie cinématographique française qui n'avait jamais produit un film d'une telle ampleur auparavant. Les effets spéciaux, confiés à plusieurs sociétés spécialisées dont Digital Domain, ont nécessité des innovations techniques majeures pour l'époque, notamment pour la création du personnage de la diva Plava Laguna dont les mouvements et les expressions faciales devaient sembler parfaitement naturels malgré sa nature extraterrestre complexe et son design résolument organique. La post-production du film a duré plus d'1 an, une durée exceptionnelle pour les années 90, permettant aux équipes techniques de peaufiner chaque plan, chaque effet visuel et chaque transition, contribuant à créer cette esthétique si particulière qui mêle avec une fluidité déconcertante les prises de vue réelles et les images de synthèse encore balbutiantes à cette époque. Le casting du film a été un processus long et méticuleux, Luc Besson ayant une idée très précise des acteurs capables d'incarner ses personnages ou en couleur, avec Bruce Willis qui fut son premier choix pour le rôle de Corbin Dallas malgré des négociations contractuelles complexes liées à son statut de star hollywoodienne au sommet de sa gloire après le succès phénoménal de Die Hard et Pulp Fiction. Mila Jovovich, alors âgée de 21 ans, a été découverte par le réalisateur lors d'une audition où elle a immédiatement séduit par sa présence physique unique,
sa capacité à communiquer des émotions complexes sans utiliser le langage verbal et son aisance dans les scènes d'action chorégraphiées qui allaient devenir sa marque de fabrique tout au long de sa carrière ultérieure. Gary Oldman a accepté le rôle de Jean-Baptiste Emmanuel Zorg avec enthousiasme, voyant dans ce personnage de méchant pathétique et comique une opportunité de sortir des rôles sérieux qui avaient fait sa réputation, apportant à son interprétation cette touche d'humour noir et de folie douce qui rend son personnage si mémorable et attachant malgré sa nature fondamentalement mauvaise. Chris Tucker, alors relativement peu connu du grand public, a été choisi pour son énergie survoltée et son débit de parole hallucinant, créant un personnage de Ruby Rhod complètement inclassable qui allait diviser la critique mais conquérir le public par son excentricité débridée et sa présence scénique incomparable. La collaboration entre Luc Besson et le couturier Jean-Paul Gaultier représente l'une des unions les plus fructueuses entre le cinéma et la mode, le créateur français ayant accepté avec enthousiasme de concevoir plus de 900 costumes pour les acteurs principaux et les figurants. Travaillant pendant près de 2 ans sur ce projet titanesque qui lui a permis de donner libre cours à son imagination débordante et à son goût pour le mélange des genres et des époques. Gaultier a puisé son inspiration dans des sources aussi variées que la bande dessinée franco-belge, les défilés de mode avant-gardiste des années 90, l'imagerie médiévale et les tenues traditionnelles de culture lointaine, créant un patchwork visuel unique qui contribue puissamment à l'identité esthétique du film et à son caractère intemporel. Le célèbre bandage jaune porté par l'élan est devenu l'un des costumes les plus iconiques de l'histoire du cinéma, sa conception ayant nécessité de nombreux essais pour trouver la bonne coupe, la bonne couleur et la bonne texture qui mettraient en valeur la silhouette de Milla Jovovich tout en symbolisant la pureté et l'altérité fondamentale de son personnage extraterrestre. Les costumes des Mangalore, avec leurs armures de cuir, leurs fourrures et leurs masques grotesques, ont demandé des heures de maquillage et d'habillage pour chaque acteur, créant des créatures à la fois terrifiantes et ridicules qui incarnent parfaitement la vision du film sur la stupidité belliqueuse et la violence sans intelligence. La direction artistique du film, confiée à Dan Vey, a créé des décors d'une richesse et d'une inventivité rares, mêlant avec une audace folle des références architecturales multiples allant des pyramides égyptiennes au gratte-ciel new-yorkais, en passant par l'art déco et le design industriel le plus épuré. La représentation de New York en 2263 est particulièrement remarquable, avec ses autoroutes aériennes superposées sur des centaines de niveaux, ses publicités holographiques géantes, ses immeubles tentaculaires et cette circulation incessante de véhicules volants qui crée un ballet visuel d'une complexité inouïe pour les effets spéciaux de l'époque. Le vaisseau Floston Paradise contraste radicalement avec l'agitation new-yorkaise, offrant un espace de luxe et de décadence où les formes organiques, les couleurs chatoyantes et les matériaux précieux créent une atmosphère de rêve éveillé, un paradis artificiel flottant dans l'immensité noire de l'espace interstellaire. Les décors du temple égyptien, bien que plus modestes en apparence, sont chargés de symbolisme et d'histoire, créant un lien visuel puissant entre le passé antique et le futur lointain, entre les mystères des civilisations disparues et les enjeux cosmiques du XXIe siècle. La photographie du film, signée Thierry Arbogast, qui a remporté le César de la meilleure photographie pour son travail, utilise une palette de couleurs saturées et des éclairages contrastés qui contribuent puissamment à l'atmosphère unique du film, s'éloignant délibérément des canons du réalisme pour épouser pleinement l'esthétique bande dessinée voulue par Besson. Les scènes d'action sont filmées avec une caméra dynamique et nerveuse, utilisant des mouvements fluides et des angles audacieux qui plongent le spectateur au cœur de la mêlée, tandis que les moments plus intimes bénéficient d'une lumière plus douce et de cadrages plus classiques qui mettent en valeur la fragilité et l'humanité des personnages. Le contraste entre les scènes se déroulant sur Terre, baignées dans une lumière parfois crue et artificielle, et celles se déroulant dans l'espace ou sur Floston Paradise, aux couleurs plus chaudes et enveloppantes, crée une distinction visuelle subtile mais efficace qui guide émotionnellement le spectateur à travers les différents actes du récit. L'utilisation intensive des couleurs primaires, en particulier le jaune du costume de Leela, le rouge des cheveux de Ruby Rhod et le bleu de la diva, créent des points de repère visuels immédiatement identifiables qui renforcent l'identité des personnages et contribuent à la dimension presque graphique du film. Et la musique d'Eric Serra, compositeur attitré de Luc Besson depuis ses premiers films, a suscité des réactions contrastées à la sortie du film, certains critiques louant son audace et son originalité tandis que d'autres lui reprochaient son omniprésence et son style parfois trop envahissant qui laissait peu de place au silence et à la respiration narrative. Le thème principal du film, avec ses chœurs lyriques évoquant le sacré et le mystique, mêlés à des rythmiques électroniques contemporaines, est devenu immédiatement reconnaissable et contribue puissamment à l'identité sonore unique de cette œuvre inclassable. La séquence de l'opéra, où l'aria de la diva Plava Laguna se mêle à la musique techno d'Eric Serra, représente un tour de force musicale et technique, nécessitant une synchronisation parfaite entre le chant enregistré, la musique électronique et les actions chorégraphiées des personnages à l'écran.
Serra a également composé des thèmes plus discrets pour les moments intimes entre Corben et Layla, utilisant des instruments acoustiques et des mélodies simples mais émouvantes qui contrastent avec l'opulence sonore du reste du film et ancrent la relation des deux héros dans une émotion authentique et universelle. Le personnage de Corben Dallas, interprété par Bruce Willis avec une nonchalance apparente qui masque une profonde humanité, représente l'archétype du héros malgré lui, cet homme ordinaire propulsé dans des circonstances extraordinaires qui puise en lui-même des ressources insoupçonnées pour faire face à l'adversité et protéger ceux qu'il aime. Willis apporte à son personnage cette dimension de blue-collar héros qu'il avait déjà explorée dans Die Hard, mais avec une maturité et une fragilité nouvelles qui rendent Corben Dallas plus complexe et plus attachant que ses précédentes incarnations de héros d'action. Son passé d'ancien major des forces spéciales est suggéré plutôt qu'explicité, créant un mystère autour de son personnage et laissant imaginer une vie antérieure riche en aventures et en traumatismes qui explique son désir actuel de tranquillité et de simplicité. La relation de Corben avec son taxi, ce vieux vaisseau cabossé qu'il connaît par cœur et dont il prend soin avec une tendresse presque paternelle, en dit long sur sa solitude et sur sa capacité d'attachement, préparant le spectateur à comprendre l'importance que va prendre Layla dans sa vie et dans son cœur. Layla, interprétée par Milla Jovovich avec une intensité physique rare, est bien plus qu'une simple héroïne d'action ou qu'un objet de désir cinématographique, incarnant une réflexion profonde sur ce que signifie être humain et sur la place de l'innocence dans un monde corrompu par la violence et la cupidité. Son langage inventé, le divin, composé de 400 mots créés spécifiquement pour le film par Luc Besson, oblige Jovovich à communiquer uniquement par le regard, les expressions faciales et le langage corporel, un défi d'actrice qu'elle relève avec une grâce et une intensité remarquables. La scène où Layla découvre la violence humaine à travers les images télévisées est l'un des moments les plus forts du film, sa réaction de désespoir et d'effroi face à la barbarie de l'espèce qu'elle est censée sauver posant la question fondamentale de la valeur de l'humanité. Son costume, conçu par Gauthier, évolue subtilement tout au long du film, passant du simple bandage utilitaire de ses premières scènes à des tenues plus complexes et plus colorées au fur et à mesure qu'elle découvre la beauté du monde et s'humanise au contact de Corben. Jean-Baptiste Emmanuel Zorg, interprété par un Gary Oldman survolté et méconnaissable, représente une figure de méchant totalement originale dans le paysage cinématographique des années 90, un homme d'affaires vénal et cupide qui collabore avec le mal absolu sans en comprendre véritablement la nature, simplement motivé par l'appât du gain et le désir de puissance personnelle. Oldman a construit son personnage autour d'une gestuelle étrange, d'un accent traînant et d'une diction particulière, créant une créature unique en son genre qui semble flotter entre le génie du mal et le clown pathétique, entre la menace réelle et la caricature grotesque. La scène où Zorg affronte un Mangalore dans son bureau est un moment de comédie pure, montrant le méchant suprême aux prises avec un adversaire stupide mais coriace, incapable de maîtriser la situation et finalement victime de sa propre maladresse et de son arrogance. La mort de Zorg, piégé par la bombe qu'il avait lui-même offerte au Mangalore, est une fin ironique et poétique qui illustre parfaitement la philosophie du film sur la justice immanente et la stupidité fondamentale du mal. Ruby Rhod, interprétée par Chris Tucker dans un état d'excitation permanent qui frôle l'hystérie, est sans doute le personnage le plus audacieux et le plus risqué du film, une incarnation absolue du divertissement débridé, de l'excès médiatique et de la superficialité assumée qui aurait pu tourner à la catastrophe sans le talent comique et l'énergie contagieuse de son interprète. Tucker a improvisé une grande partie de ses dialogues et de ses réactions, apportant à son personnage cette spontanéité et cette imprévisibilité qui le rendent si mémorable, si agaçant pour certains mais si attachant pour d'autres qui voient en lui le cœur comique et décalé du film. Le costume de Ruby Rhod, conçu par Gauthier comme un hommage au glamour kitsch et à l'excentricité la plus débridée, est un personnage en soi, avec ses couleurs criardes, ses formes extravagantes et ses accessoires toujours plus incongrus qui semblent défier toutes les lois du bon goût et de la bienséance vestimentaire. La relation entre Ruby Rhod et Corben Dallas, faite de mépris mutuel et de dépendance forcée, est l'une des dynamiques comiques les plus réussies du film, l'exubérance du premier contrastant avec la réserve blasée du second pour créer des étincelles d'humour à chacune de leurs interactions. Le père Vito Cornelius, interprété par Ian Holm avec une dignité amusée et une ferveur presque enfantine, représente la continuité de la foi et de la tradition dans un monde futuriste apparemment sécularisé où la technologie a remplacé la spiritualité pour la majorité des humains. Holm apporte à son personnage cette touche de malice et d'humanité qui rend son prêtre attachant malgré son côté parfois pompeux et théâtral, un homme de bonne volonté qui fait de son mieux avec les moyens limités dont il dispose pour accomplir une mission qui le dépasse. Sa relation avec son assistant David, un jeune homme enthousiaste mais maladroit, est une source constante d'humour et de tendresse, montrant la transmission d'un savoir ancestral entre deux générations de croyants qui affrontent un monde incrédule avec les armes de la foi et de la persévérance.
La scène où le père Cornelius doit prouver sa crédibilité au général Munro et aux autorités militaires est un moment savoureux, opposant la foi inébranlable du prêtre au scepticisme pragmatique des militaires, deux visions du monde qui doivent finalement apprendre à coopérer pour le salut commun. Les Mondoshawan, ces extraterrestres massifs et bienveillants qui ouvrent et ferment le récit, représentent une figure de sagesse ancestrale et de puissance tranquille, des êtres anciens qui ont compris que la véritable force réside dans la protection et la transmission plutôt que dans la domination et la destruction. Leur design, créé par l'équipe des effets spéciaux, mêle des éléments organiques et mécaniques pour créer des créatures à la fois étranges et familières, imposantes et pourtant paisibles, dont la simple présence inspire le respect et la confiance. La destruction de leur vaisseau par les Mangalore, commandité par Zorg, est un moment de tragédie cosmique, la mort de ces êtres sages et protecteurs symbolisant la victoire temporaire du mal et de la cupidité sur la bienveillance et la sagesse. Le retour des Mondoshawan à la fin du film, dans le temple égyptien, boucle la boucle narrative et symbolique, rappelant que les forces du bien, même vaincues temporairement, finissent toujours par triompher lorsque les êtres de bonne volonté s'unissent pour une cause commune. Les Mangalore, ces guerriers extraterrestres stupides et violents engagés par Zorg pour récupérer les pierres, représentent l'incarnation de la force brute sans intelligence, de la violence sans cause ni raison d'être, des êtres manipulés par plus rusés qu'eux qui finissent toujours par être les victimes de leur propre stupidité. Leur design grotesque, avec leurs corps massifs, leurs visages bestiaux et leurs armures de cuir, les rend à la fois menaçants et ridicules, une menace réelle mais finalement assez facile à déjouer pour des héros plus intelligents et plus agiles. La scène où les Mangalore se présentent chez Zorg pour réclamer leur paiement est un moment de comédie noire, montrant ces brutes redoutables transformées en employés mécontents, capables de négocier leur salaire avec une naïveté presque enfantine qui contraste avec leur apparence terrifiante. Le Mangalore survivant qui piège Zorg à la fin du film incarne la justice immanente, la stupidité vengeresse qui finit par punir celui qui croyait pouvoir la manipuler sans conséquence, une morale implicite sur les dangers de sous-estimer ses adversaires, même les plus stupides. La diva Plava Laguna, cette extraterrestre bleue majestueuse et talentueuse qui donne sa vie pour protéger les pierres, représente la puissance de l'art et de la beauté face à la barbarie et à la destruction, un message universel sur la valeur de la culture et de la création dans un monde menacé par les forces du chaos. Son design, créé par les équipes d'effets spéciaux avec une attention méticuleuse aux détails, mêle des éléments de grâce féline, de majesté royale et d'étrangeté extraterrestre pour créer une créature unique en son genre, à la fois fascinante et émouvante. L'aria qu'elle interprète sur Floston Paradise, composée par Eric Serra en collaboration avec la soprano Avamula, est un moment de pure grâce musicale, un chant d'une beauté transcendante qui semble venir d'un autre monde et qui touche directement l'âme du spectateur. La mort de la diva, survenant immédiatement après son interprétation, est un sacrifice poignant qui ajoute une dimension tragique au récit, rappelant que la beauté est fragile et que sa protection exige parfois les plus grands sacrifices. La relation amoureuse entre Corben et Leela, qui constitue le cœur émotionnel du film, se construit progressivement à travers les épreuves, les combats et les moments de complicité silencieuse, au-delà des barrières du langage et des différences fondamentales qui séparent ces deux êtres que tout oppose apparemment. Le premier regard de Corben sur Leela, lorsqu'elle tombe dans son taxi, est un moment de pure magie cinématographique, le choc de deux mondes qui s'entrechoquent et la naissance instantanée d'une connexion inexplicable mais évidente qui va guider toute la suite du récit. La scène où Corben prend soin de Leela blessée, lui offrant sa veste et la réconfortant sans comprendre ses paroles, montre la capacité d'empathie et de tendresse de ce héros bourru, révélant une humanité profonde qui va bien au-delà de son apparence de dur à cuire désabusé. Le baiser final, qui active le pouvoir des pierres et sauve l'univers, est l'aboutissement logique de cette relation construite avec patience et subtilité, la preuve que l'amour authentique est véritablement la force la plus puissante de l'univers. La thématique de la Renaissance et de la création traverse tout le film, depuis la reconstruction de l'élan à partir d'une simple main et de quelques cellules jusqu'à sa découverte progressive du monde et de l'humanité, en passant par la régénération finale opérée par l'amour de Corben. L'élan est littéralement créé par la science humaine, une naissance artificielle qui lui confère une pureté originelle et une innocence absolue, mais aussi une vulnérabilité fondamentale face à la complexité et à la cruauté du monde réel. Sa découverte des plaisirs simples de l'existence, comme la nourriture, le contact humain ou la beauté d'un paysage, est filmée avec une tendresse et un émerveillement communicatif, rappelant au spectateur la valeur des choses essentielles trop souvent négligées dans le quotidien. La renaissance de l'élan après le baiser de Corben est une seconde naissance, non plus artificielle mais émotionnelle, une renaissance à la vie et à l'espoir rendu possible par la puissance rédemptrice de l'amour authentique et désintéressé. La critique sociale du film, souvent sous-estimée,
est pourtant omniprésente et constitue une dimension essentielle de son propos, avec une satire acerbe de la société de consommation, des excès médiatiques, de la bureaucratie inefficace et de la violence institutionnalisée qui caractérisent notre monde contemporain transposé dans le futur. La représentation de New York en 2263 comme une jungle urbaine saturée de publicité, de trafic et de pollution visuelle et sonore est une caricature à peine exagérée de nos mégalopoles modernes, une vision dystopique du capitalisme triomphant où tout est marchandise, y compris l'espace aérien et le temps de cerveau disponible des citoyens. Le personnage de Ruby Rhod incarne la dérive médiatique, le divertissement devenu fin en soi, l'information transformée en spectacle permanent où le fond importe moins que la forme et où l'excitation factice remplace l'émotion authentique. La bureaucratie de la Fédération, avec ses hésitations, ses lenteurs et son incapacité chronique à prendre des décisions cruciales, est une satire amusante mais cruelle des institutions politiques, plus préoccupées par les sondages et les équilibres de pouvoir que par le salut de l'humanité qu'elles sont censées servir. L'opposition fondamentale entre le bien et le mal dans le film est présentée avec une simplicité presque enfantine qui participe de son charme et de son efficacité narrative, mais cette simplicité apparente cache une réflexion plus nuancée sur la nature complexe de ces concepts et sur la difficulté de les incarner de manière pure. Le mal absolu, représenté par la sphère destructrice qui fonce vers la Terre, est une force cosmique impersonnelle, une entité sans visage ni personnalité qui incarne la destruction pure, sans motivation ni justification, un mal primitif et incompréhensible. Zorg, qui collabore avec ce mal, n'est pas mauvais par essence mais par cupidité et par aveuglement, un homme faible et pathétique qui se laisse corrompre par l'appât du gain sans mesurer les conséquences de ses actes. Les Mangalore, qui servent ce mal sans le comprendre, sont simplement stupides et violents, des brutes manipulées qui ne méritent pas vraiment le qualificatif de méchants tant ils sont dépourvus de conscience et de libre arbitre. Le bien, incarné par Leela, Corben, le père Cornelius et les Mondoshawan, est tout aussi complexe et nuancé, avec des personnages imparfaits, parfois ridicules ou maladroits, mais animés par des intentions pures et une volonté sincère de protéger la vie et l'amour contre les forces de destruction. L'élan elle-même, pourtant créature parfaite et pure, est traversée par le doute et le désespoir, remettant en question la valeur de l'humanité qu'elle est censée sauver et refusant momentanément d'accomplir sa mission. Corben est un héros réticent, qui n'a rien demandé à personne et qui préférerait tranquillement manger ses nouilles plutôt que de sauver l'univers, mais qui répond présent quand l'appel se fait pressant et quand l'amour entre en jeu. Le père Cornelius est un homme de foi sincère mais parfois ridicule, dont les certitudes vacillent face à l'ampleur de la menace et qui doit puiser au plus profond de lui-même pour rester fidèle à sa mission et à ses croyances. La dimension spirituelle du film, souvent négligée au profit de son esthétique spectaculaire, est pourtant fondamentale et imprègne chaque aspect du récit, depuis l'ouverture en Égypte antique jusqu'à la conclusion dans le temple où l'amour sauve l'univers. Les 4 éléments, concepts philosophiques et spirituels présents dans de nombreuses traditions à travers le monde, sont ici réinterprétés comme des forces cosmiques qui doivent être harmonisées pour maintenir l'équilibre de l'univers et contrer les forces du chaos et de la destruction. Le 5e élément, l'amour, est présenté comme la force suprême, celle qui transcende et unit toutes les autres, une idée simple mais puissante qui ancre le film dans une spiritualité universelle accessible à tous, au-delà des dogmes et des croyances particulières. Le temple égyptien, lieu sacré où tout a commencé et où tout s'achève, symbolise la permanence du spirituel à travers les âges, la capacité des lieux et des traditions à conserver leur pouvoir sacré malgré le passage des millénaires et les transformations du monde. La représentation de la technologie dans le film est ambivalente, à la fois célébrée pour ses possibilités spectaculaires et critiquée pour ses dérives potentielles, avec une réflexion subtile sur la place de l'humain dans un monde de plus en plus mécanisé et déshumanisé. Les voitures volantes, les armes laser, les communications holographiques et les voyages interstellaires sont présentés comme des progrès fascinants qui enrichissent la vie quotidienne et ouvrent des possibilités nouvelles, mais aussi comme des sources de danger et d'aliénation lorsqu'ils tombent entre de mauvaises mains. La scène où Leela découvre la violence humaine à travers des images télévisées montre le pouvoir destructeur des médias, capable de propager le pire de l'humanité aux 4 coins de l'univers et de contaminer les âmes les plus pures avec le venin de la haine et de la cruauté. La technologie de Zorg, impressionnante mais finalement inefficace face à la puissance spirituelle des pierres et de l'amour, symbolise les limites de la science et de l'industrie face aux forces fondamentales de l'univers et de la vie. L'humour du film, omniprésent et multiforme, est l'un de ses atouts majeurs et contribue puissamment à son identité unique, alternant entre le burlesque le plus débridé, l'ironie mordante, l'absurde le plus total et la tendresse la plus désarmante.
Les scènes avec les Mangalore sont un festival de comédie burlesque, ces brutes épaisses se révélant d'une maladresse et d'une stupidité confondantes qui les rendent plus ridicules que menaçants, comme dans leur tentative désastreuse de négocier avec Zorg ou leur combat chaotique contre Leela sur Floston Paradise. L'ironie est présente à chaque instant, notamment dans les réactions blasées de Corben face à l'absurdité des situations dans lesquelles il se trouve propulsé, ou dans les remarques acerbes du père Cornelius sur la stupidité des puissants. L'absurde atteint son paroxysme avec Ruby Rhod, dont les interventions hystériques et les costumes toujours plus extravagants semblent défier toute logique et toute vraisemblance, créant un personnage complètement décalé qui apporte une touche de folie douce au récit. La tendresse, enfin, est présente dans les moments intimes entre Corben et Leela, dans la relation du père Cornelius avec son assistant David, ou dans l'attachement de Corben pour son vieux taxi, rappelant que l'humour n'exclut pas l'émotion et que les personnages les plus drôles sont souvent aussi les plus touchants. La scène où Corben prépare ses nouilles avec un soin méticuleux, filmée avec une tendresse presque amoureuse par Besson, est un moment de grâce qui dit tout de son personnage et de sa solitude, préparant le spectateur à s'attacher à ce héros malgré lui. La complicité muette entre Corben et Leela, faite de regards et de gestes tendres, est une source constante d'émotions discrètes mais authentiques qui contrebalance l'humour débridé et l'action spectaculaire. L'humour du film n'est jamais gratuit ni méchant, il naît des personnages et des situations avec une spontanéité et une générosité rares, contribuant à créer cette atmosphère unique de divertissement pur et bienveillant. La mise en scène de Luc Besson, virtuose et maîtrisée, utilise tous les ressorts du cinéma spectaculaire pour servir son récit et ses personnages, avec un sens aigu du rythme, de l'image et de l'émotion qui fait de lui l'un des réalisateurs les plus talentueux de sa génération. Les scènes d'action sont chorégraphiées avec une précision d'orfèvre, utilisant des mouvements de caméra fluides, des coupes rythmées et des effets visuels spectaculaires pour créer un tourbillon d'images et de sensations qui emporte le spectateur sans jamais le perdre. Les moments plus calmes bénéficient d'une mise en scène plus sobre et plus intime, avec des plans plus longs, des cadrages plus classiques et une lumière plus douce qui laisse place à l'émotion et à la contemplation. La direction d'acteur de Besson est remarquable, obtenant de chacun de ses interprètes des performances mémorables, depuis la composition géniale de Gary Oldman jusqu'à la performance physique intense de Mila Jovovich, en passant par la nonchalance apparente de Bruce Willis et l'exubérance débridée de Chris Tucker. Le rythme du film, soutenu et efficace, maintient l'attention du spectateur pendant toute sa durée sans jamais faiblir, alternant avec habileté les scènes d'action spectaculaires, les moments de comédie débridée et les passages plus intimes et émouvants. L'exposition initiale en Égypte antique est traitée avec une solennité presque religieuse qui installe la mythologie du film et pose les bases du récit avec clarté et efficacité. La découverte de New York en 2263 et l'irruption de l'élan dans la vie de Corben sont traitées sur un rythme rapide et enlevé qui donne le ton du film et annonce la course-poursuite effrénée qui va suivre. Le passage sur Floston Paradise marque un ralentissement relatif du rythme, permettant de développer les personnages et les relations, avant que l'action ne reprenne de plus belle avec l'affrontement final et la conclusion dans le temple égyptien. La construction narrative du film, classique dans sa structure mais audacieuse dans ses détails, suit les grandes étapes du voyage du héros tout en y ajoutant des touches d'originalité et de fantaisie qui font tout son charme. L'appel à l'aventure est clairement identifié avec l'irruption de l'élan dans le taxi de Corben, le refus de l'appel est esquissé mais rapidement surmonté, et le héros franchit le seuil vers l'aventure en acceptant d'aider l'élan à retrouver le père Cornelius. Les épreuves s'enchaînent alors logiquement, de la fuite devant les forces de police à l'infiltration sur Floston Paradise en passant par les combats contre les Mangalore et les machinations de Zorg. La révélation finale, que le cinquième élément est l'amour, est préparée tout au long du film par la relation grandissante entre Corben et l'élan, et son apparition au moment crucial est à la fois surprenante et logique, apportant une conclusion satisfaisante à la quête. La photographie de Thierry Arbogast, récompensée par un César amplement mérité, utilise la couleur comme un élément narratif à part entière, créant une palette visuelle unique qui contribue puissamment à l'identité du film. Les scènes new-yorkaises baignent dans une lumière crue et artificielle, avec des couleurs saturées qui évoquent l'univers de la bande dessinée et du comics, tandis que les scènes spatiales utilisent des tons plus froids et plus contrastés pour souligner l'immensité et le mystère du cosmos. Floston Paradise est un festival de couleurs chaudes et chatoyantes, avec des dominantes orangées et pourpres qui créent une atmosphère de luxe et de décadence, un paradis artificiel où tout n'est que spectacle et illusion. Le temple égyptien, enfin, utilise des tons plus sobres et plus terreux, avec des jeux d'ombre et de lumière qui évoquent le mystère des lieux sacrés et la permanence des traditions ancestrales. Les effets spéciaux du film, novateurs pour l'époque, ont largement contribué à son succès et à sa réputation, repoussant les limites de ce qui était techniquement possible en 1997 et ouvrant la voie à de nombreuses innovations dans le domaine. La création des créatures extraterrestres,
des Mondoshawan au Mangalore en passant par la Diva Plava Laguna, a nécessité le travail combiné d'animatroniciens, de maquilleurs et d'infographistes, aboutissant à des résultats d'une qualité exceptionnelle qui n'ont pas pris une ride. Les scènes de poursuite en taxi volant, avec leurs cascades aériennes et leurs décors numériques, restent impressionnantes aujourd'hui, témoignant de la maîtrise technique des équipes et de leur capacité à intégrer harmonieusement les éléments réels et virtuels. La séquence de l'opéra, avec la performance de la diva et le combat simultané de l'élan contre les Mangalore, représente l'un des moments les plus complexes et les plus réussis du film, une fusion parfaite de la technique et de l'art qui reste gravée dans les mémoires. La direction artistique de Dan Veil a créé des décors d'une richesse et d'une inventivité rares, mêlant avec une audace folle les références architecturales les plus diverses pour créer un univers unique et immédiatement identifiable. Les intérieurs du vaisseau Floston Paradise sont un véritable festin visuel, avec leurs formes organiques, leurs matériaux précieux et leurs couleurs chatoyantes qui évoquent à la fois l'art nouveau, le design des années 70 et l'imagerie de science-fiction la plus débridée. Les décors new-yorkais, avec leurs autoroutes aériennes superposées, leurs immeubles tentaculaires et leurs publicités holographiques géantes, créent une vision du futur à la fois fascinante et oppressante, une jungle urbaine verticale où l'humanité semble avoir perdu tout contact avec la nature et la simplicité. Le temple égyptien, plus sobre et plus épuré, contraste avec l'opulence des autres décors, rappelant par sa simplicité que les choses les plus importantes sont souvent les plus dépouillées et les plus essentielles. Le travail sur le son et la musique est tout aussi remarquable, avec un mixage sophistiqué qui utilise tous les canaux disponibles pour créer une expérience immersive et enveloppante. Les bruitages sont d'une précision exceptionnelle, depuis le ronronnement des moteurs des taxis volants jusqu'aux déflagrations des armes laser, en passant par les cris des Mangalore et la voix étrange de l'élo parlant le divin. La musique d'Eric Serra, omniprésente mais jamais envahissante, soutient constamment l'action et l'émotion, créant une continuité sonore qui guide le spectateur à travers les méandres du récit. La scène de l'opéra est un tour de force technique et artistique, avec un mixage complexe qui superpose le chant de la diva, la musique techno, les bruits du combat et les dialogues des personnages sans jamais créer de confusion ni de cacophonie. L'accueil du public à la sortie du film fut massivement positif, avec des files d'attente interminables dans les cinémas du monde entier et un bouche-à-oreille enthousiaste qui propulsa le film vers des sommets au box-office international. Les spectateurs, séduits par l'univers visuel unique, l'humour décalé et l'optimisme contagieux du film, en firent un succès populaire immédiat qui dépassa largement les prévisions des distributeurs les plus optimistes. Le public français, en particulier, fut fier de voir un film de son pays rivaliser avec les plus grosses productions hollywoodiennes et remporter un succès mondial, confirmant le talent de Luc Besson comme l'un des rares réalisateurs capables de s'imposer sur la scène internationale. Le film devint rapidement un objet de culte pour toute une génération de spectateurs, qui le redécouvrirent en vidéo, à la télévision et plus tard en DVD, contribuant à forger sa légende et à assurer sa postérité. Et la critique spécialisée, plus réservée à la sortie, a progressivement révisé son jugement au fil des années, reconnaissant dans Le Cinquième élément un film majeur de la science-fiction des années 90 et une œuvre influente qui a ouvert la voie à de nombreuses productions ultérieures. Les articles rétrospectifs publiés à l'occasion des anniversaires du film saluent unanimement son audace visuelle, son ton unique et son optimisme désarmant, reconnaissant que ce qui était perçu comme des défauts à l'époque est devenu avec le temps des qualités essentielles. L'influence du film sur le cinéma de genre est désormais largement reconnue, avec des réalisateurs comme les frères Wachowski ou James Gunn citant Le Cinquième élément comme une source d'inspiration majeure pour leur propre création. La réhabilitation critique du film est aujourd'hui complète, avec des reconnaissances officielles comme son classement parmi les 100 meilleurs films de science-fiction de tous les temps par de nombreuses publications spécialisées. L'analyse académique du film a également évolué, avec des études universitaires consacrées à son esthétique, à sa dimension philosophique et à son impact culturel, reconnaissant la complexité cachée sous ces dehors de simples divertissements. Les chercheurs s'intéressent particulièrement à la représentation du genre dans le film, avec le personnage de Léla comme figure féminine puissante et autonome, bien loin des stéréotypes habituels du cinéma d'action. La dimension écologique du film, avec sa célébration des éléments naturels et sa critique de la société de consommation, est également étudiée comme une anticipation des préoccupations contemporaines sur l'environnement et le développement durable. La philosophie implicite du film, avec son message sur l'amour comme force suprême et sa vision optimiste de l'humanité malgré ses défauts, fait l'objet d'analyses approfondies qui révèlent la profondeur insoupçonnée de cette œuvre en apparence légère. L'héritage du film dans la culture populaire est immense et visible à de multiples niveaux, depuis les innombrables références et citations dans d'autres films, séries télévisées et jeux vidéo, jusqu'à l'influence sur la mode et le design contemporain. Le costume de Léla est régulièrement repris et parodié,
que ce soit pour des soirées déguisées, des clips musicaux ou des séances photos de mode, devenant un véritable symbole de la science-fiction des années 90. La réplique Lélo Dallas Multipass est entrée dans le langage courant des fans, utilisée comme une private joke entre initiés et comme un marqueur d'appartenance à une communauté de passionnés. Le design des voitures volantes, des armes et des décors a inspiré de nombreux jeux vidéo, de la série des Halo à Mass Effect en passant par Destiny, qui ont repris à leur compte l'esthétique colorée et décalée du film. L'influence sur le cinéma lui-même est considérable, avec une génération entière de réalisateurs ayant grandi avec le film et s'en étant inspirés pour leur propre création. Le ton décalé et l'humour irrévérencieux du film se retrouvent dans des productions comme Gardiens de la Galaxie de James Gunn, qui partage avec le cinquième élément ce mélange d'action spectaculaire, de comédie débridée et d'émotions sincères. L'esthétique visuelle colorée et assumée du film a ouvert la voie à une nouvelle génération de films de science-fiction moins préoccupés par le réalisme granuleux que par la création d'univers visuels originaux et immédiatement identifiables. La place centrale accordée à un personnage féminin puissant et autonome a également influencé de nombreuses productions ultérieures, contribuant à faire évoluer la représentation des femmes dans le cinéma de genre. Le film a également marqué l'histoire du Festival de Cannes, où il fut présenté en ouverture de la 50e édition, un honneur rare pour un film de science-fiction qui consacrait Luc Besson comme l'un des cinéastes majeurs de sa génération. La projection sur la Croisette fut un moment de gloire pour toute l'équipe du film, avec un tapis rouge grandiose et une standing ovation qui récompensait des années de travail acharné et une ambition artistique hors norme. La présence de Bruce Willis, Mila Jovovich et Gary Oldman sur les marches du Palais des Festivals attira les flashs des photographes du monde entier et contribua à faire de cette édition anniversaire un événement mémorable. Le film, malgré les critiques mitigées qui suivirent, resta associé à ce moment de gloire cannoise et à cette célébration du cinéma populaire de qualité. La carrière ultérieure des acteurs fut profondément marquée par leur participation au film, avec Mila Jovovich qui devint une star internationale et une icône du cinéma d'action grâce à son rôle de Léla, enchaînant ensuite avec la lucrative franchise Resident Evil qui confirma son statut de reine du genre. Bruce Willis, déjà au sommet de sa gloire, vit sa popularité encore renforcée par ce rôle de héros malgré lui qui ajoutait une corde de plus à son arc déjà bien fourni de stars d'action. Gary Oldman, malgré sa carrière déjà prestigieuse, reçut une nouvelle vague de reconnaissance pour son interprétation géniale de Zorg, confirmant son statut d'acteur caméléon capable de tout jouer, du drame le plus sérieux à la comédie la plus débridée. Chris Tucker, dont la carrière décolla après ce rôle, devint l'un des comédiens les plus recherchés d'Hollywood, enchaînant avec la série des Rush Hour qui fit de lui une star mondiale. La relation entre Luc Besson et Mila Jovovich, née sur le tournage et médiatisée avec intensité, ajouta une dimension personnelle au film et contribua à son aura romantique dans l'imaginaire collectif. Le couple, marié peu après la fin du tournage puis divorcé quelques années plus tard, resta associé dans l'esprit du public à cette histoire d'amour cosmique qu'ils avaient incarnée à l'écran avec tant de conviction. Besson, de son côté, continua d'explorer l'univers de la science-fiction avec des films comme Lucie ou Valérian, mais sans jamais retrouver la magie unique de ce cinquième élément qui reste son chef-d'œuvre le plus abouti et le plus personnel. Jovovich, marqué à jamais par ce rôle, continue d'être identifié à l'élo par le public, preuve de la puissance durable de cette création cinématographique. Le succès du film en France fut particulièrement significatif, avec plus de 7 millions d'entrées qui en firent l'un des plus grands succès de l'histoire du cinéma français, dépassant largement les attentes et confirmant l'appétit du public pour les productions nationales de qualité. La fierté patriotique joua certainement un rôle dans cet engouement, avec un public heureux de voir un film français rivaliser avec les standards hollywoodiens et s'imposer sur la scène internationale. Le film devint rapidement un objet de fierté nationale, cité comme exemple du savoir-faire français en matière de cinéma populaire et de la capacité des talents hexagonaux à s'exporter dans le monde entier. Cette réussite ouvrit la voie à d'autres productions ambitieuses du cinéma français, qui osèrent désormais voir plus grand et viser plus haut, inspirés par l'exemple de ce cinquième élément triomphant. La postérité du film est aujourd'hui solidement établie, avec des générations successives de spectateurs qui continuent de le découvrir et de l'aimer, séduites par son univers unique, son humour décalé et son optimisme contagieux. Les ressorties en salle, les éditions spéciales en DVD et Blu-ray, et plus récemment la disponibilité sur les plateformes de streaming, permettent au film de toucher sans cesse de nouveaux publics et de maintenir vivante sa flamme créative. Les produits dérivés, des figurines aux vêtements en passant par les jeux vidéo, témoignent de la vitalité commerciale de la franchise et de l'attachement des fans à cet univers singulier. Le film est régulièrement cité dans les classements des meilleurs films de science-fiction, des meilleurs films français, des meilleurs films des années 90, confirmant sa place dans le panthéon du cinéma populaire de qualité.
L'analyse approfondie du film révèle une œuvre bien plus riche et complexe qu'il n'y paraît, avec des strates de sens multiples qui se dévoilent progressivement à chaque visionnage et qui expliquent sa capacité à traverser les années sans prendre une ride. La dimension mythologique du récit, avec ses références aux traditions anciennes et sa réinterprétation moderne des symboles universels, ancre le film dans une temporalité longue qui dépasse largement le simple divertissement éphémère. La réflexion sur la nature humaine, sur le bien et le mal, sur la place de l'amour dans l'univers, donne au film une profondeur philosophique insoupçonnée qui nourrit la réflexion du spectateur bien après la fin de la projection. La célébration de la diversité, de la différence et de la tolérance, message central du film, résonne plus que jamais dans notre monde contemporain marqué par les tensions identitaires et les replis sur soi. Le film de Luc Besson est donc bien plus qu'un simple blockbuster de science-fiction, c'est une œuvre totale, un univers complet et cohérent, une célébration de la vie et de l'amour qui continue d'émouvoir et de fasciner plus de 25 ans après sa sortie. Son esthétique unique, son humour décalé, ses personnages inoubliables et son message universel en font un classique intemporel du cinéma populaire, une référence pour des générations de cinéastes et de spectateurs. Le cinquième élément reste aujourd'hui, et restera sans doute pour longtemps, l'un des films les plus aimés et les plus célébrés de la science-fiction mondiale, un joyau du cinéma français et une preuve éclatante que le divertissement de qualité peut aussi être porteur de sens et d'émotion. La genèse du projet remonte à l'adolescence de Luc Besson, qui, à seulement 16 ans, avait déjà imaginé l'histoire complète du cinquième élément, griffonnant sur des carnets les premières ébauches de cet univers foisonnant qui allait mettre près de 20 ans à voir le jour, le temps pour le réalisateur d'acquérir l'expérience et la notoriété nécessaires pour porter à l'écran une ambition aussi démesurée. Les carnets de Besson, conservés précieusement pendant toutes ces années, contenaient non seulement le scénario détaillé mais aussi des dessins des personnages, des croquis de décors et des annotations sur l'esthétique générale du film, constituant une bible créative d'une richesse exceptionnelle qui servit de guide tout au long de la production. Le réalisateur a puisé son inspiration dans ses lectures d'enfance, notamment les bandes dessinées de Métal Hurlant et les comics américains, mais aussi dans sa passion pour l'opéra, la peinture et l'architecture, créant un syncrétisme culturel unique qui donne au film sa richesse et sa complexité. L'influence de films comme Blade Runner, Star Wars ou 2001 l'Odyssée de l'espace est évidente, mais Besson a su les digérer et les transcender pour créer une œuvre résolument originale, imprégnée de sa sensibilité personnelle et de sa vision unique du monde et du cinéma. Le financement du film représenta un défi considérable, les producteurs français hésitant à investir dans un projet aussi ambitieux et risqué, dont le budget dépassait de loin tout ce qui avait été tenté auparavant dans l'Hexagone, obligeant Besson à chercher des partenaires internationaux et à monter un financement complexe associant des capitaux français, britanniques et américains. Gaumont, le principal producteur français, finit par s'engager dans l'aventure avec un courage et une vision rares, convaincu par le talent de Besson et par le potentiel commercial d'un film qui pouvait rivaliser avec les grosses productions hollywoodiennes. Le budget final, estimé entre 90 et 100 millions de dollars, fit du cinquième élément le film le plus cher jamais produit en Europe à cette époque, un record qui ne serait battu que bien des années plus tard par d'autres productions internationales. Les risques financiers étaient énormes, mais ils furent largement récompensés par le succès phénoménal du film, qui rapporta plus de 260 millions de dollars dans le monde et devint l'une des productions les plus rentables de l'année. La préparation du tournage dura près de 2 ans, une période pendant laquelle des centaines d'artisans et de techniciens travaillèrent d'arrache-pied pour donner vie à l'univers imaginé par Besson, construisant des décors gigantesques, concevant des costumes par milliers et développant des effets spéciaux innovants. Les studios de Pinewood en Angleterre, où furent tournées la majeure partie des scènes en intérieur, virent s'élever des constructions grandioses, notamment le vaisseau Floston Paradise qui occupait à lui seul plusieurs plateaux et nécessita des mois de travail pour être achevé. Les équipes techniques durent innover constamment pour relever les défis posés par le script, inventant de nouvelles techniques de tournage, de nouveaux matériaux et de nouveaux procédés pour créer les illusions nécessaires au film. La pression était énorme, le temps et l'argent comptaient, mais l'enthousiasme et la foi dans le projet étaient tels que chaque obstacle fut surmonté avec créativité et détermination. Le casting international du film reflète l'ambition globale du projet, avec des acteurs venus des États-Unis, de Grande-Bretagne, de France et d'ailleurs, créant un mélange culturel qui correspond parfaitement à l'univers cosmopolite et multiculturel du XXIe siècle imaginé par Besson. Bruce Willis, alors au sommet de sa gloire hollywoodienne, apporta au film sa notoriété mondiale et son expérience du cinéma d'action, mais aussi cette touche d'humour et d'humanité qui caractérise ses meilleures performances. Mila Jovovich, jeune mannequin et actrice encore peu connue, fut révélation du film, sa présence physique et son intensité dramatique créant un personnage de l'élan inoubliable qui allait marquer toute sa carrière ultérieure. Gary Oldman,
Ian Holm et Chris Tucker complétaient ce casting de rêve, chacun apportant sa touche personnelle et son talent unique à des personnages hauts en couleur. La direction d'acteur de Luc Besson fut particulièrement remarquée, le réalisateur obtenant de chacun de ses interprètes des performances mémorables en sachant tirer parti de leurs qualités spécifiques et en les poussant à sortir de leur zone de confort. Avec Bruce Willis, Besson travailla sur la dimension plus vulnérable et humaine du personnage, loin des héros invincibles que l'acteur avait souvent incarnés, obtenant une performance nuancée et touchante. Milla Jovovich fut guidée avec une attention particulière, Besson l'aidant à construire ce personnage de créature extraterrestre à la fois surhumaine et terriblement humaine, capable de passer de la guerrière la plus redoutable à l'enfant la plus vulnérable en un clin d'œil. Gary Oldman, habitué à des rôles sérieux et dramatiques, fut encouragé à laisser libre cours à son humour et à son excentricité, créant ce personnage de Zorg unique en son genre, à la fois menaçant et pathétique, comique et tragique. La chorégraphie des combats, confiée à des spécialistes des arts martiaux et du cinéma d'action, fut préparée avec un soin méticuleux, chaque mouvement étant répété des centaines de fois avant d'être filmé pour garantir à la fois l'efficacité spectaculaire et la sécurité des acteurs. Milla Jovovich, qui avait déjà une formation en danse et en arts martiaux, s'investit totalement dans cette préparation physique intense, apprenant des techniques de combat complexes et exécutant elle-même la plupart de ses cascades. Les combats contre les Mangalore furent particulièrement difficiles à chorégraphier, ces créatures massives et maladroites devant sembler à la fois menaçantes et ridiculement inefficaces face à l'agilité et à la grâce de l'élan. La scène de combat pendant l'opéra, qui alterne entre les mouvements gracieux de l'élan et les interventions maladroites des Mangalore, est un chef-d'œuvre de chorégraphie et de timing comique. Le travail sur les costumes de Jean-Paul Gaultier fut si important et si complexe qu'il nécessita la création d'un atelier spécial au studio de Pinewood, où une équipe de centaines de couturières, modélistes et artisans travailla pendant plus d'1 an pour réaliser les 900 costumes prévus. Gaultier dessina chaque costume avec un souci du détail extraordinaire, choisissant personnellement les tissus, les couleurs et les accessoires, et supervisant chaque étape de la fabrication avec une exigence légendaire. Les costumes des Mangalore, particulièrement complexes, nécessitèrent des heures de maquillage et d'habillage pour chaque acteur, avec des prothèses en latex, des armures de cuir et des accessoires qui pesaient parfois plusieurs dizaines de kilogrammes. Le célèbre bandage de l'élan, simple en apparence, fut l'objet de nombreux essais pour trouver la bonne coupe, la bonne couleur et la bonne matière, Gaultier voulant à la fois mettre en valeur le corps de l'actrice et créer une silhouette iconique immédiatement reconnaissable.